Et bonjour. Non, ce n'est pas Jean Massier. Oui, je réponds à la question avant qu'elle soit posée. Il n'est pas là, mais il travaille pour une fois. Bon, ça va? Ouais, on peut recommencer l'intro, je pense, parce que là, c'était pas ouf, en fait. Ouais, remets le générique et on refait l'intro, parce que là, franchement, c'est pas sérieux, c'est pas professionnel, en fait. Et alors que l'antenne se veut professionnelle, se veut d'une qualité irréprochable, et finalement, bah, on n'atteint pas cette réalité, cette optimisation, cet objectif, finalement, on ne le remplit pas. Et peut-être que nous allons devoir mettre en place une taxe sur les grosses entreprises pour parer à cette situation. Ça n'a rien à voir, ça introduit le sujet. Bonjour à tous quand même, bonjour Dish, bonjour Durandal, bonjour Cyanide, bonjour Buzy Éléphant, bonjour Visiokid, bonjour Daijin, bonjour Shannon Zinzin, bonjour Zach, bonjour Charles Maurice, bonjour Alexandre à la régie, que je remercie d'avance pour le travail de qualité qu'il produit au quotidien, surtout quand il n'est pas là. Bonjour Rixman, digne des plus grands cette intro. Ouais, après, je vais rougir, faut pas faire ça. Salut prof, bonjour à tous, bienvenue pour ce conseil des ministres un petit peu spécial, puisque décalé un jeudi. Puisqu'hier c'était férié, comme chacun l'a remarqué, sauf quelques-uns qui étaient quand même au boulot. Hein, il y a des gens qui ont streamé hier, notamment Florian pour au Canada, et notamment moi sur du PUBG avec un magnifique top 1 TMTC. Voilà, je tenais à faire passer ce message à certaines personnes et faisant du mauvais esprit sur mon niveau. Je vous invite, chers amis de YouTube, qui nous regardez donc sur YouTube, à mettre un pouce bleu, de façon à ce que la vidéo, ce live de qualité, soit référencé au mieux par l'algorithme de YouTube. Première invitation. Deuxième invitation, je vous invite également à nous rejoindre sur twitch.tv/acropolis afin de discuter, d'échanger, d'entrer dans des débats, dans des conversations avec à la fois le chat de Twitch, évidemment, le chat de qualité, grâce à la modération de qualité également, que je remercie ici de faire ce travail de qualité, et avec moi-même, finalement, avec votre humble serviteur. Je crois que le terme de humble est le plus adapté à la situation, d'ailleurs. Je vois Alexandre qui acquiesce. Enfin, j'imagine qu'Alexandre acquiesce. En fait, il est en train de dormir, donc forcément, il peut pas acquiescer en même temps. Salut Arpak Chad. Je remercie de qualité aussi. Ouais, je remercie tout. Je remercie la vie. C'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée, hein, finalement. Quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste. Salut Gringan. Et salut Max la menace également. Alors, la régie est en train d'écrire un message à destination du streamer, j'ai hâte de lire ce qu'il va nous dire. En attendant, nous parlons aujourd'hui du Conseil des ministres. L'ordre du jour du Conseil des ministres du jeudi 2 novembre 2017, c'est aujourd'hui, ça tombe vachement bien. Il y a plusieurs sujets. Sylvain, j'irai barrer le cube pour s'occuper des mains, mais je peux jouer avec ça aussi, c'est gentil. Bonjour, ceci est un commentaire de qualité sur un stream de qualité. Bonjour Aladdin. On n'a toujours pas de nouvelles du ou de la nouvelle porte-parole, pas à ma connaissance. Mais je crois que c'est aujourd'hui la fin des candidatures pour le poste de secrétaire général de En Marche, donc on en saura plus à ce moment-là. Bah, il y aura déjà cette étape de passer, et l'élection c'est dans 15 jours. Donc ils ont encore 15 jours pour définir le nouveau porte-parole. Je suis pas sûr qu'ils l'annoncent longtemps à l'avance, hein. Ça n'a aucun intérêt. On est sur un fail de la régie qui essaye de faire des travaux pratiques, des travaux manuels, et elle n'y arrive pas. Fail. Voilà. Alors, l'ordre du jour du Conseil des ministres. Nous avons, première partie, projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à le fameux accord du 9 octobre 1997 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leur zone frontalière entre les autorités de police et les autorités douanières concernant l'emploi transfrontalier d'aéronefs. Voilà un sujet qui me semble tout à fait passionnant d'accords transfrontaliers finalement entre la France et l'Allemagne sur l'utilisation d'aéronefs au niveau de la frontière, quoi, entre les deux pays finalement. Donc un sujet croustillant pour commencer ce Conseil des ministres. Une élection, je ne les croyais pas autant démocratique, on est sur de la moquerie. C'est pas Jojo.
C'est pas Jojo comme attitude, ça. Hein? Voilà. Deuxième sujet. Projet de loi de finances rectificative pour 2007, c'est le gros sujet selon les médias, en un seul mot évidemment. Le projet de loi de finances rectificative, de quoi il en retourne, de quoi ça s'agit, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, vous le savez, le gouvernement et la majorité au Parlement organisent un projet de loi de finances une année, en fin d'année, pour l'année suivante. Comme on a voté il y a quelques semaines, comme ils ont voté il y a quelques semaines, 15 jours je crois exactement, le projet de loi de finances pour 2018. Or, au fil de l'année, il peut y avoir des événements, il peut y avoir des choses, soyons assez précis, des choses, des machins qui se passent, qui se produisent, et qui nécessitent une évolution budgétaire pour s'adapter à cette situation. Et c'est exactement ce qui s'est passé, vous l'avez suivi sur Acropolis dans les semaines qui viennent de s'écouler, notamment dans les QAG, on en avait beaucoup parlé. La taxe sur les dividendes de 3% qui avait été mise en place par le précédent gouvernement en 2012 sur les dividendes des grosses entreprises a été retoquée par le Conseil constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l'homme, non pas des droits de l'homme, n'importe quoi, la Cour de justice européenne. De toute façon c'est pareil, c'est l'Europe, hein. Jennifer pourrait vous expliquer tout ça. La Cour de justice européenne, donc la taxe a été retoquée, donc l'État qui prélevait 3% sur les dividendes depuis 2012 des très grosses entreprises doit les rembourser. Et c'est l'équivalent d'entre 5 et 10 milliards d'euros, plus proche des 10 milliards a priori que des 5. Pour faire face à cette situation, et je vais pas faire comme ça, entre 5 et 10 milliards d'euros. En parallèle, une autre problématique, l'enjeu pour la France, par rapport aux objectifs que s'est fixé le gouvernement, c'est de sortir de la zone de déficit excessif budgétaire à l'échelle européenne. L'Europe a défini, enfin, les pays membres de l'Union européenne ont défini ensemble un seuil de 3% de déficit public maximum, au-delà duquel on a des sanctions au niveau européen. Le but étant de garder une stabilité budgétaire dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Un choix qui a été fait de 3% depuis quelques années. Or, la France est au-dessus depuis 2007, je crois, depuis le début de la crise. Et le projet de loi de finances 2018, qui a été voté donc il y a 15 jours, prévoit un déficit budgétaire à 2,9% pour 2018. Donc on passe en dessous des 3%, on sort de la procédure de sanctions liées au dépassement du déficit budgétaire. Le déficit budgétaire, c'est la différence entre les recettes et les dépenses dans un budget. C'est assez simple à comprendre, c'est ça. J'ai pas bien compris pourquoi la taxe de 3% a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Je t'avoue que je n'ai pas été dans le détail de cette décision du Conseil constitutionnel. Je vais m'empresser de me renseigner. Je vais aller à la fin de mon explication et je reviendrai là-dessus. Donc, vu que l'État doit rembourser entre 5 et 10 milliards d'euros aux entreprises qui ont été prélevées donc, depuis 2012, il va falloir rajouter cette ligne de dépenses au budget, ce qui n'était pas prévu. Et donc pour faire face à cette situation, l'État va créer une nouvelle recette pour parer à cette dépense, une augmentation de l'impôt sur les sociétés, que toutes les sociétés payent sur leurs bénéfices. Un impôt sur les sociétés, les entreprises payent actuellement 33%, ça va baisser l'année prochaine, mais donc cette année c'est encore 33%, et les très grosses entreprises, les 300 plus grosses entreprises vont voir leur impôt sur les sociétés augmenter de 33 à 38, voire même de 33 à 43 je crois pour vraiment les plus grosses. J'ai fait une capture d'écran ce matin de l'article, parce que je prépare mes émissions évidemment, malgré les apparences souvent trompeuses. Alors, à propos de la surtaxe qui devrait rapporter 5 milliards d'euros cette année, blablabla, le dispositif prévu par le gouvernement prévoit que les entreprises réalisant de 1 à 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires verront leur taux de l'impôt sur les sociétés qu'elles payent passer cette année donc de 33 à 38, c'est ce que je vous ai dit, et celles dont le chiffre d'affaires dépasse les 3 milliards, comme Acropolis par exemple, se verront appliquer un taux de 45% au lieu de 33%. Et ça, c'est pas négligeable. Et donc en fait, le principe c'est que l'État va prélever de l'argent aux entreprises pour pouvoir rembourser ces mêmes entreprises. Logique. Voilà le principe. Et donc c'est ce que va nous expliquer Christophe Castaner, c'est ce qui est présenté ce matin en Conseil des ministres. Alors, est-ce qu'on a des infos?
Je cherche des informations sur l'explication du Conseil constitutionnel. En attendant, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Salut Arast. Oui, désolé, c'était le stagiaire mardi, donc forcément c'était moins bien. Hein, désolé. Et la régie qui va faire cuire ses pâtes, c'est intéressant. On sent qu'elle est professionnelle. Pendant que nous travaillons, elle va déjeuner. Voilà. Salut le stick, salut alchimiste, salut VKbosh, salut à tous. Cette magouille est magnifique. C'est pas tellement une magouille en fait, c'est plutôt un accord qui a été passé avec les grandes entreprises en fait. C'est pas juste l'État qui décide. Tiens, on va créer une taxe spécifique sur les grosses entreprises juste pour le plaisir. Après, on trouve ça bien ou pas bien, hein, mais c'est un autre débat. La décision blablabla, la taxe à 3% sur les dividendes instaurée en 2012 est invalidée. Saisie par les entreprises françaises. Mais d'autres types de dividendes, blablabla. Le Conseil constitutionnel a estimé que cette différence de situation méconnaissait les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques et était contraire à la Constitution. En fait, la taxe sur les dividendes ne s'appliquait pas à toutes les dividendes, donc c'était un peu le bordel. Et du coup, c'était pas juste, c'était contraire à la Constitution, il n'y avait pas d'égalité devant la loi selon les origines des dividendes, et c'est pas constitutionnel comme fonctionnement. Donc c'est un peu technique, je suis pas juriste, donc je vais avoir du mal à vous l'expliquer dans le détail. Mais voilà. En gros, la Cour de justice européenne avait retoqué la taxe sur les dividendes reçus d'une filiale établie dans l'Union européenne, mais d'autres types de dividendes, dont ceux provenant de filiales établies en France ou dans des États hors de l'Union européenne, étaient toujours assujettis. Et donc c'était le bordel. Et donc le Conseil constitutionnel a dit « Stop le bordel, on arrête les conneries, on remet les choses en place, on supprime la taxe de 3%. » Et bonjour Jackie de France. Je vous mets dans le chat l'article que je viens d'utiliser pour vous donner cette information de qualité. Ce ne serait pas plus pertinent de s'assurer que les grosses boîtes payent effectivement leurs cotises plutôt que d'augmenter le taux d'imposition. Alors c'est juste une augmentation très ponctuelle juste pour payer cette taxe. Après la lutte contre la fraude fiscale c'est un sujet complètement différent, qui est tout à fait légitime, hein, mais qui n'est pas du tout l'objet de ce projet de loi de finances. Et on n'utilise pas les mêmes leviers pour faire face à ce genre de situation. Un peu bizarre alors que pendant sa campagne, Macron voulait baisser l'impôt sur les sociétés de 33 à 25%, mais là il fait l'inverse. Enfin, situation particulière vu l'invalidité non prévue à la base, mais c'est un peu con quand même. Alors Durandal c'est vrai, et dans le projet de loi de finances 2018, l'impôt sur les sociétés baisse déjà. Je sais plus de combien, d'ailleurs, mais c'est déjà prévu à une première étape. Impôt société. Alors, allons dans les actualités. Le taux de l'impôt blablabla, une baisse de l'impôt des taux, le budget 2017. Moi je veux le budget 2018. Afin de concilier les objectifs de baisse des dépenses publiques et de baisse des impôts, n'est-ce pas? Le projet de loi de finances constitue la première annuité du projet de loi de programmation blablabla qui trace les blablabla. Pour 2017, le gouvernement évalue le déficit public à 2,9% du PIB. Celui-ci devrait atteindre 2,6 en 2018. Je vous ai dit une bêtise sur l'année en fait. C'est cette année que le déficit public devrait être à 2,9%. Et c'est pour ça que la taxe que doit mettre en place le gouvernement doit se faire sur 2017. Et donc sur le prélèvement de décembre de l'impôt sur les sociétés, de façon à ce que ce soit dès cette année en dessous du déficit public de 2,9%. Mais j'ai pas les infos sur la taxe foncière, sur n'importe quoi. Sur l'impôt sur les sociétés en 2018. Une baisse du taux de l'impôt sur les sociétés. Le budget 2017 avait déjà réduit le taux de l'impôt à 28% pour les PME dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros.
Projet de loi de finances 2018 prévoit un impôt sur les sociétés à 28% pour toutes les sociétés dans la limite de 500 000 € de bénéfices. Au-delà, le taux est de 33,33%. Quant au CICE, il passe de 7 à 6%, le crédit impôt pour la compétitivité emploi de 7 à 6% en 2018 avant sa suppression en 2019. Voilà. Alors, la régie me fait signe que les pâtes sont chaudes, et on souhaite donc un fort bon appétit à la régie. La taxe à 3%, ça pue un peu pour Macron. Non, visiblement, d'après le Canard, le maire a lancé une enquête à Bercy pour établir les responsabilités et Macron était conseiller de Hollande sur les questions fiscales à ce moment-là. Alors oui, Arast, et en même temps, est-ce qu'un conseiller peut être défini comme responsable? Je ne crois pas. Il n'a pas un poste à responsabilité par définition puisqu'il n'est, entre guillemets, que simple conseiller. Il peut y avoir une faute morale, mais est-ce qu'il peut y avoir une faute légale, réglementaire? Je suis pas sûr. Alors, et ce sera vraiment suffisant pour couvrir tout ce qu'ils doivent rembourser? Non. L'article dont je vous ai parlé tout à l'heure parle de 5 milliards d'euros de récupérer grâce à cette taxe. Et les 5 autres milliards seront intégrés au budget de l'État et seront étalés dans le temps. Sachant qu'il y a aussi une inconnue, c'est-à-dire que l'impôt sur les sociétés, on prévoit que ça va représenter telle valeur, donc 5 milliards. Ça peut être très très variable selon les résultats des entreprises en fait. Il n'est pas impossible que les entreprises cherchent à optimiser leurs revenus de façon à payer moins sur cette augmentation d'impôts. Pas folle. Donc on verra ce que ça donne. C'est vraiment une prévision et on est un peu dans le suspense, dans le. Il y a du teasing, il y a du. On est un peu dans l'expectative finalement. Voilà, c'est tout l'enjeu des prévisions de budget en fait. C'est toujours des prévisions, des pronostics. Là on sait que la croissance a été. Jean vous en a parlé mardi. Elle a été confirmée au taux prévu, plutôt correct. Et donc ça arrange les affaires de l'État puisque c'est sur cette prévision de croissance que s'était basée leur prévision de leur organisation de budget. Donc ça tombe bien. Ah, merci la régie d'arrêter de faire n'importe quoi. Alors. Mais si ma famille m'envoie des messages aussi, forcément, on s'en sort plus, hein, on s'en sort plus. Bonjour ma famille. Alors, voilà, le projet de loi de finances rectificative. Christophe Castaner donnera peut-être plus d'informations tout à l'heure. D'ailleurs, peut-être que Bruno Le Maire viendra expliquer le projet en Conseil des ministres, comme on a vu la semaine dernière, 5 ministres venir parler de sujets qui les concernaient. Alors, ensuite, nous avons, sur la proposition de la garde des Sceaux, ministre de la Justice, l'ordonnance portant adaptation du droit français au règlement UE numéro 2015-848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative aux procédures d'insolvabilité. Les fameuses procédures d'insolvabilité dont on parle absolument tous les jours et qui nous concernent tous. Alors, plus sérieusement, l'insolvabilité, c'est que quand une entreprise, quand un particulier ne peut plus payer ses créanciers, on a fait un emprunt, on ne peut plus rembourser parce qu'on a perdu son travail ou parce qu'on est exploité par Acropolis et qu'on n'est pas payé pour ça. Au bout d'un moment, quand on ne peut plus payer parce qu'il n'y a plus d'argent, on est classé insolvable et il y a tout un système de procédures de protection et à la fois de la personne à qui on doit de l'argent et à la fois de soi-même qui est mis en place. Tout un processus juridique qui est déclenché. Et il y a une directive européenne qui a été mise en place en 2015 pour homogénéiser les réglementations à l'échelle européenne, à l'échelon de l'Union européenne. Et donc on l'applique en droit français 2 ans après. Bonjour Fanny, mais enfin où est Jean remboursé? Non. Voilà. En parlant de remboursement, il me doit encore de l'argent d'ailleurs. Hein, si tu vois ce que je veux dire. Faut savoir que Jean a oublié sa carte bancaire à la régie. On le félicite, ça fait 2 jours qu'il est sans carte bancaire, le pauvre. On pense à lui. Faites des dons hein, pour remplir sa carte bancaire, comme ça il la retrouvera pleine d'argent. Je sais pas si ça marche, ça tient. Ensuite, nous avons le décret relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. Et ça, c'est pas utile d'en parler, puisque comme vous avez suivi les QAG ces dernières semaines, on en a déjà parlé. Il y a eu une question qui avait été posée, une question choupa, à Agnès Buzyn. Et on a parlé de la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il s'agit de permettre à des professionnels de santé, notamment
L'objectif concret, c'est en milieu rural qu'une infirmière ou qu'une aide-soignante puisse faire plus d'actes de santé qu'elles ne peuvent faire actuellement afin de trouver une parade pour certains actes médicaux, on va pas dire secondaires, mais qui ne demandent pas une connaissance médicale, celle du médecin par exemple, de pouvoir faire ces actes médicaux sans avoir à trouver un médecin, à attendre, à avoir la problématique des déserts médicaux. Donc voilà, c'est une première solution pour aller contre les déserts médicaux en France. Moi je propose qu'on utilise les cartes bancaires de gens pour acheter plein de caisses PUBG. Nous ne ferons pas ça. Parce que les caisses PUBG ça ne sert à rien. Bonjour Théo. La conférence est prévue à quelle heure? La conférence est prévue à la fin du Conseil des ministres, dont l'horaire de fin n'est jamais fixe. Donc on ne sait pas, a priori vers 13h. La semaine dernière c'était 13h04, si ma mémoire est bonne. Mais ça dépend vraiment des semaines. Et je surveille la régie qui surveille le live. Soyez rassurés, nous ne la manquerons pas. Ensuite, nous passons dans la partie C, la fameuse partie communication du Conseil des ministres, avec une communication sur la situation internationale, comme toutes les semaines, une communication du Premier ministre sur l'action de l'État en Guyane. Vous le savez qu'Emmanuel Macron est allé en Guyane la semaine dernière. Ça s'est pas super bien passé, il y a eu quelques manifestations, il y a eu des histoires de Père Noël, qu'il n'était pas du coup. Et du coup, le Premier ministre va évoquer au Conseil des ministres, a évoqué ce matin au Conseil des ministres la situation en Guyane et notamment l'action de l'État, exactement où est-ce qu'on en est sur le versement de l'argent qui avait été promis il y a quelques mois, par l'ancien gouvernement d'ailleurs, et sur comment améliorer la situation là-bas. Et une communication sur les ordres nationaux, je ne sais pas du tout de quoi il en retourne. J'aurais pu préparer, effectivement, mais je vais le faire en live finalement. Bonjour, rien raté, Phyton. Oh bah, à part les 22 premières minutes de live, non. Les ordres nationaux et les décorations. Qu'est-ce que c'est? Ordre national du mérite. Ah, mais c'est peut-être pour ça que Jean Bastien n'est pas là. Peut-être qu'il va recevoir l'ordre national du mérite. Est-ce que vous entendez mon téléphone qui fait des bzz ou c'est que moi dans mon casque? Dites-moi. Non, c'est bon, la régie me dit qu'elle n'entend rien, donc c'est formidable. Alors, l'ordre national du mérite, ça doit être ça. Hein. Bon, on va attendre de voir ce qu'ils vont... Sûrement les nouveaux décorés par le gouvernement, me dit la régie. Je suis assez d'accord avec cette analyse. Une régie toujours très analytique. Ça, c'est important. Ensuite, nous serons dans la partie D du Conseil des ministres, la partie échange. À ne pas confondre avec la partie je ne finirai pas cette blague. Point présenté par le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Et là, ça va concerner la régie, puisque c'est Alexandre. Il y aura des échanges sur la préparation du sommet sur le climat. Comme vous le savez, à la fin, ou vous ne savez peut-être pas d'ailleurs, la France organise au mois de décembre un sommet sur le climat pour faire le point sur la COP21 qui a eu lieu il y a 2 ans. Et donc, plein de monde, plein de chefs d'État seront invités pour faire le point sur la situation, sur et quels sont les dispositifs qui ont déjà été mis en place, quels sont ceux qui ne le sont pas encore et comment on peut les mettre en place de façon à aller toujours plus loin dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, il y aura des informations à ce sujet au niveau organisation. Peut-être parleront-ils d'Acropolis, qui sait? Qui aurait à y perdre, j'ai envie de dire. Et enfin, le dernier point de ce Conseil des ministres, échange sur la vie associative par le ministre de l'Éducation nationale. Je pense que Jean aurait été content d'être présent, d'avoir été présent. J'ai du mal à parler le français. C'est pas évident en même temps, donc vous m'en excuserez et je vous en remercie. Alors, Visi n'a pas compris la blague, on t'expliquera plus tard, Visi. Alors, voyons voir. Qu'il commence par réformer les désordres nationaux, ce sera plus utile. Nous sommes sur de la blague de qualité proposée par Fanny. C'est la classe. Franchement, une modération de qualité. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que les modérateurs qui veulent écrire dans le chat ou comment ça se passe? Autoriser les soins par de nouveaux professionnels de santé va faire à terme mourir certains services existants, pharmaciens, aides à domicile, médecins locaux. En plus, cela coûte plus cher pour le même soin. Alchimiste, en quoi ça coûte plus cher? Moi je pense que c'est exactement le contraire, mais peut-être qu'il me manque des éléments de réflexion
peux-tu étayer tes propos, s'il te plaît? Ce genre de vanne, ça mérite des bannes quand même. La modération ne mérite pas d'être ban non à Rast. Et fais attention parce qu'elle peut se venger sur toi. Et bien sûr, Acropolis fermera les yeux sur ces gestes de la modération, qui a toute notre confiance. Et salut le gros gag. Si, c'est Jean. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est pas Jean? Je sais pas, la régie, t'en penses quoi? C'est Jean ou pas qui fait le live là? Il me semble que c'est Jean, hein, mais... Il y a sa carte bancaire en régie, c'est Jean. Quelle indignité. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Bonjour Jean. Bonjour à moi. Jean, vous le retrouvez ce soir à 21h pour la Libre Antenne, une émission un petit peu spéciale pour parler de la vidéo qui est sortie hier de Stupid Economics, que personne ne partagera dans la régie avant la fin de cette émission, évidemment, sur la rémunération, sur le fonctionnement, sur l'organisation économique des chaînes YouTube, des chaînes de vidéastes. Et c'est vachement intéressant. D'ailleurs, Jean, il va comment? Il va bien, a priori. Bon, on l'a pas vu depuis mardi, parce qu'hier c'était férié, encore une fois. Mais il a l'air d'aller bien, et surtout aujourd'hui, il faisait une intervention dans une école de journalistes, en fait. C'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Jusqu'à ce soir. On en parle, les 100 € de corruption dans leur compte. Non, nous n'en parlerons que ce soir, monsieur Alexandre. Il y a un Discord d'Acropolis, oui tout à fait, Polytech Nathan, c'est dans la description de cette vidéo, sous YouTube et sous Discord. Et je dis bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre sur YouTube, j'imagine que vous êtes des millions. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Bonjour à toutes, bonjour à toi, Dead Skirel. Ah, vous allez nous montrer vos comptes, Arpakshad, non, et en même temps, on va quand même vous dire beaucoup de choses. Enfin, on va répondre aux questions, en fait, finalement. Il faut like le YouTube, tout à fait, Phyton. Quoi, Jean collabore avec les merdias? Quel social traître? Non. Il collabore avec les écoles de journalistes, qui feront les médias de demain. Bonjour Grand Froid. Bonjour Lucifer. Et Zacro, c'est pas de la corruption, c'est juste glisser un petit billet à un agent de police. Essayez de faire de la corruption avec Acropolis. Vous verrez ce que ça donne. La corruption est tolérée dans le monde d'Acropolis. Dans l'acrosphère. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous attendez de ce Conseil des ministres? Est-ce que ça vous rend triste que Christophe Castaner ne soit bientôt plus porte-parole du gouvernement? Est-ce que... Qu'est-ce que vous pensez de mon top 1 hier sur PUBG? Voilà, quels sont les sujets qui retiennent votre attention en ce moment? Je découvre tout ça, je regarde vos vidéos parce que normalement j'ai pas le temps pour les lives. Bah, tu es le bienvenu, Polytech Nathan. J'espère que ça te plaît. Est-ce que justement les chaînes YouTube ne devraient pas publier leurs comptes comme les entreprises? Alors, si les chaînes YouTube sont des entreprises, elles doivent publier leurs comptes. Et ce sera le cas d'Acropolis une fois qu'on aura un an d'exercice comptable. Il y a publier ses comptes et publier ses comptes. Ce qu'a fait Stupid Economics, c'est un tableau simplifié des comptes. C'est pas un travail d'expert comptable. Ils l'ont très bien fait. Ils ont fait quelque chose de compréhensible par le commun des mortels. Publier ses comptes avec un expert comptable, c'est beaucoup plus technique et beaucoup plus abstrait. Sylvain, t'as pas mis de chemise, et ça c'est quoi? Hein? Non mais quelle indignité. Moi je ne porte que des chemises, monsieur. Sauf les jours fériés. Pourquoi il dit ouais à la régie? Non, des fois je ne porte rien, effectivement, mais c'est pas la question. Osef, top 20, top 10, or go home. Oui, mais nous c'était top 1, donc tout va bien. J'aimais bien Christophe et ses lapsus. Oui, c'est vrai qu'il est assez drôle. Et bonjour Sylvain Acropolis, pourquoi c'est pas Jean? Et bonjour Pauline, pourquoi tu n'es pas arrivé à l'heure? Je l'ai déjà expliqué une bonne cinquaine de fois. Ça se dit, cinquaine? On va dire ça se dit, voilà. C'est un néologisme qui passera correctement. Par technique, tu voulais dire chiant, c'est ça? Non, c'est pas chiant, c'est compliqué. Moi j'attends la question sur la réforme de la Légion d'honneur. Visiblement ils veulent arrêter de la filer aux présentateurs télé. Ah, c'est dommage pour Jean Massier.
Bonjour tout le monde, bonjour à toi dont le pseudo est en bleu foncé sur fond noir et du coup je n'arrive pas à le lire. Bonjour Chess68, bienvenue. Alors, les amis de Stupid Economics qui ont aussi lancé leur Discord hier. Vous verrez tout ça en dessous de leur vidéo quand vous la regarderez après ce live évidemment. Ce serait déjà bien qu'ils suppriment indemnité parlementaire, ministre ou député quand ils démissionnent. Alors ça c'est un vrai sujet, la rémunération des élus et des ministres. Et il y aurait beaucoup à en dire. Je pense que Jean vaut mieux que Nagui, c'est une question de perspective. Hein. Moi j'ai rien contre Nagui, personnellement. Il prépare le live de ce soir. Non, il est dans une école de journalistes. Pour donner des... Je sais pas, ça doit pas être des cours, c'est pour des interventions, je sais pas. Parler du live, je pense, sur internet. Il est en train de former les étudiants de demain. Les gens Massier de demain sont aujourd'hui à l'école de journalisme dans laquelle ils se trouvent actuellement. Allez, je me tire, je vais bosser. Bon live à tout le monde. Bon live... Ah non, pas, si tu fais pas des lives, toi. Bon travail à toi, Visi. Vous avez parlé un peu de la fuite de Puigdemont à Bruxelles aussi. La Catalane, c'est n'importe quoi. Non Arpachad, parce que ça ne concerne pas le Conseil des ministres en fait. C'est pas un sujet qui est dans l'ordre du jour. Et si Christophe Castaner a une question par rapport à ça, il répondra. Le sujet n'a pas été abordé au Conseil des ministres aujourd'hui. Spoiler. Donc on n'en a pas parlé spécifiquement. Colomb, quand il parle, il s'endort lui-même. Mais ça tombe bien parce que c'est pas lui qui va parler là, c'est Christophe Castaner, le porte-parole. Sauf surprise de dernière minute, évidemment, mais... Sauf que moi j'aime bien Colomb. Tu as tout à fait le droit, grand froid. Parce que ton top 1 a un rapport avec le conseil, tu ne sais pas, grand froid, je pense que Christophe Castaner n'éludera pas la question si elle lui est posée. Et ça c'est une sacrée reconnaissance. La Légion d'honneur est à la base une distinction militaire, elle devrait être uniquement destinée à ces derniers. Mais il n'y a pas que la Légion d'honneur en fait, il y a plusieurs distinctions qui existent, et donc c'est plus compliqué que ça. Ah, nous avons un claquement de doigts de la part de la régie, nous allons donc passer en vidéo. Une nouvelle scène. Ah, non, une fausse alerte. Je te passe... J'ai envie de dire, avons-nous vraiment envie de faire de la publicité pour le site elysée.fr? C'est la vraie question. Qu'est-ce que vous en pensez? On va demander au chat, Stropole informel, parce que j'ai pas envie de perdre du temps à faire un Stropole. Est-ce que vous voulez qu'on fasse de la pub pour elysée.fr sur Acropolis en mettant la petite animation faite par le site elysée.fr sur la vidéo du Conseil des ministres? Et vous en pensez quoi finalement? C'est avec des hochets que l'on mène des hommes, on mène les citoyens comme on peut. C'est pas faux. Non, c'est juste qu'il a fini ses pâtes. La régie voulait juste du gruyère. Elle répond, c'est pas faux. C'est gruyère que t'as pas compris. On en parle quand Sarko a donné la Légion d'honneur à son couturier. Quand on a envie de parler de Sarkozy. Alors, nous avons du oui. Oui, avec plaisir. Il est tellement beau, notre Cricri Castaner. Je te laisse à ta propre appréciation. Non, oui, c'est un grand oui. Moi, je veux voir l'animation. Oui, non, on veut l'animation. Il y a des gens qui votent plusieurs fois. OP, comme tu veux. Yeah. Ah oui, parlons de Sarkozy. Ah non. C'est pas le sujet. On remarque que l'animation est quand même bien moins intéressante que les génériques qui nous sont proposés par l'excellent Théo, ici présent. Et on l'aime beaucoup, ce bon Théo. C'est lui qui a fait également la miniature qui a été mise à jour sur YouTube. YouTube, vous savez, l'endroit où vous pouvez mettre un pouce en l'air pour améliorer le référencement de cette vidéo. Si vous aimez le travail d'Acropolis. Après, je vous mets pas la pression. Pas mon genre. Je dois y aller aussi, je regarderai en replay du coup. Bon, là, il va tous. Bon après-midi à toi, Polytech Nathan. Essaye de trouver un pseudo plus facile à prononcer. Je connais pas la question, mais oui. On est sur du positivisme. La positive attitude, comme dirait Jean-Pierre Raffarin. Et Laurie, accessoirement. Mais là, c'est plus de la culture alternative.
Ça vaut pas l'image d'attente de l'Assemblée canadienne avec la musique flippante. Oui, ça c'est clair, Fanny. On n'est pas sur le même niveau de goût, hein, évidemment. Honnêtement, c'est pas mal pour un truc fait par l'administration française. Quelque chose me dit que c'est un prestataire qui l'a fait et pas l'administration. 0 post rouge sur YouTube, heureusement. Et encore heureux. Hein, quelle indignité. Il y avait un pouce rouge hier pour au Canada, j'ai pas compris. Alors, et voilà, on se retrouve entre chômeurs comme d'hab. Entre chômeurs, entre étudiants et entre gens qui s'intéressent à... ah oui, c'est peut-être la NetSquad qui a fait ça. La NetSquad, il travaille avec le Sénat, pas avec l'Assemblée nationale, à ma connaissance, Charles Maurice. Il y a des étudiants, il y a des vacanciers aussi Dead Squirrel, puisque ce sont encore les vacances. Un concept que j'ai oublié depuis le temps, mais qui existe encore. En plus, c'est Alex, la régie, aujourd'hui, en plus. Oui, en plus, oui, en plus. Ça se fait de démarcher l'administration pour leur proposer leur service de graphisme, mais carrément, Busy Éléphant, tu as tout notre encouragement. Ah oui, c'est le Sénat, pas l'Assemblée nationale. My bad, ton bad, Charles Maurice, ton bad. Aucun souci. Non, moi je bosse en même temps. Eh bah, tu as bien raison de bosser en même temps, Shadow. Ça permet de payer les cotisations qui payent notre Pôle emploi. Merci. Et ça permet de financer aussi les dons que tu fais à Acropolis. Et ça, c'est cool. Des vacanciers qui regardent le live alors qu'ils devraient faire leurs devoirs. Devoir faire ses devoirs. Est-ce que c'est pas un petit peu, d'un point de vue purement français, problématique comme formulation? Vous avez 4 heures. Voilà, voilà, on est sur une séance de meublage. On a dépassé l'heure de la semaine dernière. On oublie les entrepreneurs qui bossent de chez eux, la Startup Nation. Oh, le raccourci, c'est moche. Non, non, on les oublie pas, Bumilo, t'inquiète pas. On pense à vous. Et d'ailleurs, Arnaud de Stupid Economics, qui sera en live ce soir sur Acropolis, est auto-entrepreneur pour son activité YouTube. Par contre, pour elle, le logo de Acropolis a des bugs de transparence. Ce ne sont pas des bugs, c'est un parti pris artistique grand froid. Si on le mettait complètement transparent, il serait illisible. Donc c'est pour ça qu'on a mis le blanc, la luminosité. Ça fait bizarre, d'habitude le chat est à gauche et la vidéo à droite. Oui, mais après on va nous accuser d'être partisans, donc on fait des alternatives, des alternances, on improvise finalement. Et le chat à droite, c'est le chat historique d'Acropolis. Il y a des grosses tensions dans l'équipe pour savoir est-ce qu'on le met à droite, est-ce qu'on le met à gauche. Est-ce que ça a parlé de Jean Lassalle au conseil? Nous verrons bien, j'ai un doute. On va pas se mentir. On n'aborde pas les sujets sensibles. C'est quoi le sujet sensible qui a été remonté? Les devoirs, d'accord. Devoir faire ses devoirs, on dirait le titre d'une chanson de Jeanne Masse. Car l'indemnité chômage n'est pas du salaire différé, mais du salaire socialisé, c'est bien de le rappeler. Eh bien, voilà qui est fait. Oui, mais si vous le mettez en blanc, vous pouvez garder un fond transparent. C'est vrai. J'ai rien contre le rose, mais la couleur rose, c'est la couleur d'Acropolis. Non, mais la pétouille à côté du P et après le L. Utilise des termes techniques, s'il te plaît, parce que pétouille... Est-ce que j'utilise des termes comme machin, comme chose, moi, dans mes explications? Non. Franchement, quelle indignité. De toute façon, le chat est à droite, tout le monde le sait, tout à fait Arrast. Moi, je trouve que le chat est surtout un peu au-dessus, mais question de perspective. C'est le grand schisme idéologique au sein de la team sur la question du chat. Du chat. Overlay modem avec la vidéo coupée en deux et le chat au milieu. Et en même temps, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Innovons, disruptons. Challenge accepté par la régie. Grâce aux chômeurs comme toi, Sylvain, le système va péter, on t'aime. Tout le plaisir est pour moi. By the way, il faudrait vraiment faire un logo simplifié pour les overlays, c'est compliqué à décrypter. Arrête de faire n'importe quoi, la régie. On va pas s'en sortir là. Il faudrait un overlay simplifié et optimisé pour toutes les situations, surtout Charles Maurice. Ce sujet est sensible pour moi aussi, je manque de motifs pour ma philo.
Aladin, je te propose d'écouter Acropolis, nous sommes de grands philosophes, et n'hésite pas à nous citer dans tes devoirs de philo. Désolé, mais je ne les ai jamais connus comme depuis que je suis sur Acropolis. Excusez-moi, Acropolis, pourquoi? Rose, je t'invite à regarder tous les replays depuis 2 ans, tu auras ta réponse. Pauline. Ce chat manque clairement de dignité. Je ne pense qu'on ne peut pas dire ça. Il n'y a que Grand Froid qui manque de dignité, finalement. En même temps, je te parle de bugs de transparence et tu comprends rien à ce qu'on veut dire. Ou peut-être que tu ne comprends rien au fait que je te fasse croire que je ne comprends rien. Peut-être. Peut-être pas. On attend le même de la vidéo d'Usul de Chat Acropolis à droite. Alors déjà qu'Acropolis est à droite, selon le compte Twitter gauche-droite tiré de la vidéo d'Usul. Alors si en plus le chat est à droite, c'est comme dans la cuisine, c'est de l'overlay revisité. C'est une interprétation personnelle de l'overlay, on va dire. Je veux voir le challenge même pas cap. Non. Ne laissons pas la régie s'exprimer. Après, elle aura une opinion sur tout et ça va être pénible. Vous avez vu l'article de France TV Info sur les députés les plus turbulents? Non Fanny, on s'intéresse qu'aux articles de fond et pas aux articles de forme. Nous sommes des professionnels, merci, bonsoir. Ah mais, pénible ces gens aussi dans le chat là. On vous apprend quoi sur Acropolis? Si vous voulez regarder des articles sur la forme, allez sur les médias là. Nous on fait du travail sérieux là. Allez sur faites comme Jean Massier, allez sur BFM TV quoi. Bon, Christophe, 13h12 là. Ah, mais je peux me la péter. Faut que je vous montre un truc. Je vais vous parler de Dijon, voilà, pour vous. En ce moment à Dijon, il y a un salon sur la food tech, toutes les technologies liées à la... Ah, il y a... toutes les technologies liées à la... Comment ça s'appelle? Ah bah, l'alimentation, l'agroalimentaire, tout ce qu'il y a autour. Donc j'ai des copains là-bas forcément parce que c'est Dijon et parce que c'est notre projet. J'ai donc tweeté un petit message classique, sympathique, qui va bien, leur souhaitant un bon salon et en les invitant à saluer Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique, qui sera présent. Mounir Majoubi qui a liké ce tweet. Je me la pète. Donc il connaît Acropolis et on l'invite à venir sur l'antenne dès qu'il le souhaite pour nous parler de ses projets pour le numérique et pour la Civic Tech. A bientôt Mounir. Voilà. Si Sylvain commente à présent, Jean est devenu trésorier d'Acropolis. Jean fait de la représentation publique. Ce n'est qu'un... Comment ça s'appelle? Un VRP? Non, je voulais un terme moins... c'est pas ça. C'est pas un hologramme. C'est un artifice, finalement, qu'on déploie pour faire croire qu'Acropolis est Jean Massier, mais en fait, c'est pas lui qui tire les ficelles. Je sais plus comment on dit. Un totem? Non, c'est pas un totem. Je cherche le mot, mais je suis sûr que la régie, le chat va trouver. Parce que le chat est de droite et un chat de droite trouve forcément les réponses aux solutions, aux problèmes. Et les réponses aux solutions d'ailleurs aussi, hein, pour trouver de nouveaux problèmes. Oula, ça clash. Mais non, ça clash pas. Oh mon dieu, alerte info, une grande cavité inconnue détectée dans la pyramide de Khéops et les anciens aliens, meublage sur 20. Oui, tout à fait. On est en train de perdre le chat. Là, je mets 12 sur 20 pour ce meublage, Sylvain, ça progresse. Ah, parce que j'avais moins que 12 sur 20 avant. Quel manque de respect. La régie propose de mettre un générique qu'on se casse. Ouais, vous voyez dans l'état dans lequel vous mettez la régie, alors qu'il a mangé des pâtes. Je vois pas le rapport, hein, mais... Les boissons de type cola sont déconseillées à la santé, monsieur la régie. En même temps, quand tu vois comme Majoubi a été langue de bois sur Thinkerview, on s'en passera. Mais c'est parce que c'était pas Jean Massier en face. Un leurre, un porte-étendard, une potiche, un pantin, une marionnette, un avatar. Ouais, c'est un peu un avatar en fait. C'est ça le terme que je cherchais. Une marionnette. Ça passe aussi. J'ai fini de passer le balai, il ne me reste plus qu'à passer la serpillière, sinon j'ai raté quoi? Bah t'as raté le bureau d'Acropolis où tu peux passer également le balai et la serpillière, ce sera gentil, merci Lucifer.
Pas trop mal le ministre Majoubi sur Thinkerview, malgré un peu de blablatage logique pour un ministre. Faudrait que je regarde. J'ai franchi le cap, je donne tous les mois à Acropolis, mon poil est plus brillant, j'ai l'œil vif et les femmes se retournent à mon passage dans la rue. Faisez tous comme moi. Un immense merci à tous les tipeurs mensuels qui nous filent des tips mensuels sur Tipeee. Merci Pozzo, merci à tous. Effectivement, j'ai vu l'information passer dans la messagerie. De la poudre aux yeux ou diversion, version. Merci, bonsoir. Seulement 12, je mets 16 sur 20. Un grand merci à Théo qui soutient l'équipe d'Acropolis de la manière la plus active possible. Ah, on est sur un 14. Mettez-vous d'accord. Voilà. L'essentiel, c'est que j'ai la moyenne. Pas plus d'ambition que ça. Ah, il y a la régie qui s'énerve. Il en a marre, visiblement. Mais lui, il a déjà déjeuné. Alors, une question de Bouka57. On ne connaît pas l'ordre du jour du conseil. Alors, Bouka57, je t'invite à regarder les 45 minutes précédentes de ce live, dans lesquelles on a déjà parlé de l'ordre du jour. Donc, voilà. Stropole pour la note, je ne pense pas qu'il y aurait trop d'options à proposer. Ça risquerait de faire un graphique absolument illisible sur cet écran, sur cet overlay magnifique qui est ici. Voilà. 10 sur 20 pour respecter ton ambition. Merci Salim de penser à mon ambition. Acropolis va bientôt payer l'IGF. Acropolis va payer toutes les taxes possibles par esprit de cohésion avec la société, de participation au monde, à la société finalement. J'aimerais surtout qu'Acropolis paye bientôt mon salaire. Voilà. Ça me suffit amplement de faire le ménage chez moi. Merci tout de même de la proposition. Tu ne sais pas ce que tu rates, Lucifer. Je notais juste le meublage, pas le stream en lui-même. Ah, il y a débat. Alors, je viens de recevoir un message. Que dit-il? Ah, bah c'est les copains de Dijon qui like le tweet. Donc ils sont moins réactifs que Mounir Majoubi. Notons-le. Alors, a-t-il des messages intéressants? Il y a Valentine qui tire à vous donner une information capitale. Vous savez, Valentine, notre collaboratrice parlementaire, qui est venue il y a 15 jours, 3 semaines pour parler du fonctionnement du bureau de l'Assemblée. Elle tient à vous informer que ce midi, elle déjeunera un steak haché frites à la cantine de l'Assemblée, et elle est plutôt team ketchup que team mayo. Voilà, sachez-le, c'est important. J'ai une vraie question. Est-ce que entre staff Acropolis, vous exprimez vos opinions politiques et vous connaissez vos partis préf respectivement, ou c'est pas vraiment un sujet? Ce n'est pas une mauvaise question, Buzy éléphant. Mais, alors la réponse est oui. Et en même temps, on est tous un petit peu dans une situation compliquée par rapport à nos propres opinions. Pour être tout à fait sincère, enfin, certains savent exactement où ils se situent, et nous on le sait aussi. Mais une bonne moitié, voire une bonne majorité de l'équipe d'Acropolis est en conflit intérieur avec elle-même. La régie approuve, c'est bon, j'ai trouvé les termes exacts, par rapport à leurs propres opinions. Donc finalement, une vraie question et réponse compliquée. Et c'est pas de la langue de bois, hein, c'est la vraie vérité. Il n'y a que Jean qui a l'UPR en fait. Les autres sont dans le doute permanent. Juste pour le meublage qui fait le ménage chez Acropolis, la femme de ménage, le gros gag. En fait, on n'est pas chez nous, on est dans des bureaux partagés, donc il y a une femme de ménage qui fait ou un homme de ménage, d'ailleurs on les voit pas, ils travaillent la nuit. Certainement des sans-papiers exploités à la solde du grand capital, évidemment. Un peu comme la majorité de la population se doute, c'est possible. Et en même temps, on a un doute parce qu'on se pose des questions. Il y a une partie de la population qui se pose pas de questions, qui se désintéresse du sujet. Donc, entre ceux qui sont militants et ceux qui se désintéressent du sujet, est-ce qu'on a une majorité de population qui doute? Je ne sais pas. Faudrait faire un sondage, tiens. Personne n'a pensé à faire des sondages sur l'opinion de la population? Je suis sûr qu'il y a un concept. Salut Célan, bienvenue. Il a dit en même temps, c'est un marcheur, et je ne l'ai pas dit qu'une seule fois, Zelgius. Ah! On a une image! Ah!
Je l'ai pas dit, je l'ai dit plusieurs fois, mais si vous regardez cette fabuleuse chaîne qu'est BFM TV, ils ont une émission qui s'appelle Lire en même temps, et dans laquelle vous voyez qu'à peu près tous les politiques utilisent cette expression en fait. Il n'y a pas de quoi se désintéresser de la politique, surtout après cette élection présidentielle, surtout avec Acropolis. Quoi des sans-papiers? Acropolis n'est donc pas nationaliste. On n'est pas les employeurs directs, donc nous profitons d'un système. Il faut s'accrocher pour rester militant. Et en même temps, c'est un certain confort d'être militant alchimiste. Pour l'avoir été quand j'étais jeune et insouciant, tu te poses beaucoup moins de questions quand même. Il y a le confort d'être une espèce d'entre-soi qui permet de se conforter parce qu'on voit des gens qui ont les mêmes idées que nous, plus ou moins, et du coup ça rassure, on se pose moins de questions. Alors, je dis pas que c'est toujours facile, hein, mais il y a un certain confort qui n'est pas désagréable. Pour tous ceux qui sont sûrs et certains de leurs opinions politiques, surtout les contextes bipartisans, il y a un livre intéressant, non encore traduit en français, Against Democracy, de Jason Brennan. Merci Bozo, on pourra en parler à Yann notamment, notre animateur d'Acropolis, qui reviendra un jour sur l'antenne d'Acropolis. Nous ne savons pas encore quand. Alors, le fameux biais de confirmation, entre autres, Bozoé. Quand j'étais jeune, tout à fait Théo, tu verras ça dans quelques années. Alors il n'y a personne à l'image, mais si on a une image, ça veut dire que ça ne saurait tarder, c'est imminemment imminent. La fameuse imminence grise. Désolé. À quand remonte le dernier Acropolis? Fanny, très bonne question, je pense que ça remonte à l'époque où les gens lisaient encore des livres. Quel magnifique pupitre, il fait honneur à la République. Par contre, t'as oublié de mettre une majuscule à la République, ça aurait augmenté encore l'effet de ton message. Je suis d'accord, mais tous les partis changent, renient ses idées, changent de cap, donc c'est compliqué, surtout pour ceux qui se considèrent de gauche comme moi. C'est une opinion qui se respecte tout à fait. Bah moi c'est le contraire, après cette élection ça m'a tué. C'est les premières élections dans lesquelles je votais aussi. Ouais mais les jours ça m'a, tu es toujours sur Acropolis, donc tu ne te désintéresses pas de la chose publique. Et ça c'est important. Après rien ne t'oblige à être militant, à porter des idées. Tu peux aussi te remettre en question en permanence, te poser des questions sur tout, même sur ce qui te semblait évident. Et c'est ça qui permet d'avancer finalement. L'accent anglais de Sylvain est à couper le souffle, merci de le reconnaître, Pauline. Christophe Castaner de plus en plus transparent, un peu comme Stupid Economics finalement. On a le plus important à l'image, Sylvain, merci, c'est lent. Je note. Christophe Castaner, peut-on le voir à la télé? Oui, assez souvent, mais plutôt dans les matinales en général. Je suis sûr que Castaner, il doit garder le pupitre pour chez lui. J'ai un doute. Surtout que ça change tous les jours en fait, le petit écrit, enfin chaque semaine le petit écriteau devant. Donc la semaine dernière il n'y avait pas son nom puisqu'il y avait plusieurs ministres. Bah la démocratie c'est bientôt fini de toute façon. Merci Charles Maurice pour cette politique fiction. Si leurs opinions n'évoluaient pas, ce serait inquiétant. Oui, parce que le monde évolue. Après, est-ce que l'évolution convient à tous les militants? Ça c'est pas gagné. Mais... Salut, salut, c'était pas les mercredis les conseils des ministres? Si, mais seulement les mercredis qui ne sont pas fériés. Je commençais par une question essentielle. Où sont passées les petites douceurs Elles sont dans le chat d'Acropolis. Que les journalistes dégustent pendant que le porte-parole cause. Alors non, parce que du coup, je vais commencer par des choses qui sont totalement accessoires, mais du coup... D'ailleurs, la régie, elles sont passées où les petites douceurs aussi, s'il vous plaît? François Doucet, qui est une entreprise de confiserie dans mon département des Alpes de France, qui trouvait que vous étiez des fois un peu brutal avec le porte-parole du gouvernement, et qui se sont dit qu'on allait pouvoir distribuer quelques douceurs dont vous pourrez apprécier tout à l'heure toutes les qualités. En plus, sérieusement, c'est effectivement une entreprise de chez moi qui, du coup, m'a fait parvenir quelques douceurs à votre destination.
Le gouvernement achète les journalistes. Amical pour notre relation entre le porte-parole et le journaliste. Je voudrais évoquer... Il faut baisser le son, s'il vous plaît, la régie. Pour une fois que c'est trop fort. Évidemment, dans des circonstances un peu particulières. D'abord, c'est tenu avec une certaine solennité. Solennité parce que nous sommes au lendemain de la sortie en France ou de la levée de l'état d'urgence. Chacun sait, on l'a présenté il y a quelques jours dans cette même salle avec le ministre de l'Intérieur, ça fait presque 2 ans que nous étions dans l'état d'urgence et... oui, on n'a pas parlé de ça, effectivement. On est sorti de l'état d'urgence depuis hier matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en vous promenant dans la rue. Nous ne sommes plus en état d'urgence. Ça faisait 2 ans qu'on l'était. C'est fini. Le droit du quotidien, mais il fallait renforcer, vous le savez, je n'y reviendrai pas. Et donc la loi antiterroriste qui a été votée il y a 15 jours a été mise en application. Le ministre de l'Intérieur. À cette occasion, le président de la République a tenu à saluer ce retour à cet ordre. C'est moi où il a un peu l'accent canadien, je pense que c'est toi. Saluer ces femmes, ces hommes, qui au quotidien, de jour, de nuit, assurent la sécurité des Français. Et à travers le déplacement du président de la République hier matin à la Tour Eiffel, accompagné, non, du Premier ministre, pas du président de la République. On sait que pour acheter Acropolis, il faut de la bière, il faut des types surtout. C'était aussi cette volonté de marquer symboliquement le soutien du sommet du gouvernement en accompagnement des propos d'hommage et de respect du président de la République que nous avons voulu aussi signifier. Mais cette levée de l'état d'urgence ne signifiera jamais que nous baissons la garde. Parce qu'évidemment, le président de la République a évoqué l'attentat qui a frappé New York. Et nous voyons bien que nous sommes dans une nouvelle illustration du changement d'attaque organisé par nos adversaires. Malgré les reculs que l'on connaît et les succès remportés contre Daesh, on voit bien aujourd'hui que... Notamment en Syrie, avec Raqqa qui a été reprise la capitale de l'État islamique, capitale autoproclamée de l'État islamique. Et donc face à cette menace, la volonté du président de la République, qu'il a rappelé hier encore devant les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, on a rappelé cette volonté du gouvernement de trouver ce juste équilibre fondamental entre le respect des libertés, mais l'impératif de protection. Nous y sommes parvenus avec le texte qui a été adopté et je vois dans la large majorité, tant à l'Assemblée nationale et au Sénat, de soutien à ce texte, qu'il y a cet équilibre qui est trouvé. La lutte contre le terrorisme et la protection des Français reste notre priorité absolue. En même temps que nous menons avec détermination et vigilance constante ce combat-là, nous continuons aussi, vous le savez, vous le constatez, à mettre en œuvre les engagements du président de la République, les engagements du projet du président de la République pour le pays. C'est ainsi qu'a pu être évoqué ce matin, j'y reviendrai, le déplacement du président en Guyane. À la fois pour marquer une nouvelle méthode, celle des engagements clairs et tenus et des responsabilités partagées. Il nous faut aujourd'hui sortir de certaines situations où on pense que l'on soigne par des subventions, quand au contraire il faut investir. Investir pour transformer en profondeur notre pays, et ça vaut aussi pour la Guyane, et le président de la République a pu le rappeler. Et vous le savez aussi, sur un autre territoire de France bien éloigné, celui de la Nouvelle-Calédonie, au moment où je vous parle, le Premier ministre rejoint l'ensemble des acteurs de la Nouvelle-Calédonie, c'est tous les signataires de l'accord de Nouméa pour préparer le référendum d'autodétermination qui aura lieu l'année prochaine avec l'ensemble des acteurs. C'est aussi cela, je crois, respecter et s'engager pour la France où qu'elle se trouve, quel que soit l'endroit du monde où elle se situe, parce qu'elle est ce que nous sommes, parce qu'au fond, la France, c'est aussi nos départements, nos terres d'outre-mer. C'est aussi, évidemment, dans cette actualité que le président de la République a pu rappeler, celle de la mise en œuvre et de la présentation lundi d'un plan étudiant ambitieux, un plan global, un plan consistant, qui s'attaque à tous les sujets, qui met fin au scandale de la sélection par le tirage au sort, qui met fin au scandale de l'échec dans nos universités pour les étudiants qui rentrent à l'université, qui pour une grande majorité, hélas, en sortent non diplômés.
la fin en fait d'un scandale qui brise des espérances de jeunes étudiants, de jeunes lycéens et qui font naître le doute dans les familles. Et donc il est essentiel que ce plan d'action ambitieux traite à la fois de la question de la meilleure orientation vers l'université. Donc là on revient sur beaucoup de sujets qui ont été évoqués déjà mardi en question Choupa à l'Assemblée nationale pendant les questions au gouvernement, donc comme vous les avez regardées évidemment. C'est l'adoption dans notre... Je vous laisse... il y a 2 jours en première lecture. Je vous laisse profiter de Christophe Castaner. Le financement de la sécurité sociale, avec des avancées concrètes que je tiens non pas à rappeler exhaustivement, mais à évoquer pour la protection sociale et sanitaire des Français. C'est aussi, et ça a été abordé dans ce Conseil des ministres, j'y reviendrai, la mobilisation du gouvernement en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. De nouveaux chiffres, vous les connaissez, assez alarmants, ont été publiés cette semaine sur le peu de chances qu'il nous reste d'atteindre les objectifs du plan climat pour contenir le réchauffement climatique à 2 degrés. Et soit on constate cela et on baisse les bras, soit au contraire on revendique d'être plus ambitieux encore, et c'est ce qui a été porté notamment par Nicolas Hulot, par le Premier ministre, lors de ce Conseil des ministres. Et c'est enfin la volonté du gouvernement d'agir fortement pour initier une politique ambitieuse pour la vie associative et de manière plus générale pour l'économie sociale et solidaire de notre pays. Elles seront mises, vous le savez, à l'honneur tout au long de la semaine prochaine par des déplacements dédiés de nombreux ministres. Mais nous avons souhaité aussi, à la fin du Conseil des ministres, évoquer cette situation. Voilà le point que le président de la République a souhaité faire pour remettre en cohérence l'ensemble de l'action de notre gouvernement par rapport à ces enjeux qui sont essentiels. Et nous avons eu l'occasion d'échanger sur cela. C'est quelque chose que fait souvent le président et, depuis le début de son quinquennat, c'est-à-dire de faire une perspective globale de toute l'action du gouvernement et d'avoir une approche vraiment complète. C'est-à-dire que quand on l'attaquait sur les ordonnances de la loi travail, lui répondait que c'était qu'une petite partie de toute la réforme qu'il souhaite mettre en place dans le pays en fait, et que ça avait un sens globalement. Effectivement, des petites mesurettes, des petites mesures prises individuellement, c'est compliqué à apprécier, mais vu dans l'ensemble, c'est très cohérent et ça permettra, selon le président, de permettre au pays d'aller mieux, d'avoir une économie plus dynamique, etc., etc. Et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération sur les zones frontalières. Pour faire simple, il s'agit d'autoriser les hélicoptères des forces de l'ordre françaises et des forces de l'ordre allemandes, qu'il s'agisse de la police, de la douane, de la gendarmerie. Donc voilà, on passe à l'ordre du jour du Conseil des ministres et il est question de projet de loi d'approbation de protocole dont je vous ai parlé tout à l'heure entre la France et l'Allemagne, plus de cohérence et que tout se passe bien entre les deux pays quand il y a des interventions de part et d'autre. Pays qui est en action et donc la France pourra se mobiliser auprès de l'Allemagne et inversement l'Allemagne pourra se mobiliser à son tour. Il n'y a pas grand monde au Conseil en journaliste. Saluer ce texte en disant quelque chose qui devrait être le bon sens, mais nos règles administratives, quelquefois, ne sont toujours pas dans le bon sens. Et donc, il a salué, au fond, cet élément de coopération qui était un élément de bon sens entre nos 2 pays amis, je le cite en vous disant cela. Nous avons abordé le projet de loi de finances rectificative pour 2017 qui porte sur la mise en œuvre, suite à l'invalidation par le Conseil constitutionnel de la taxe sur les dividendes mise en place sous la précédente mandature, vous connaissez bien le sujet, la double décision, celle de la Cour de justice européenne de mai 2017 et celle du 6 octobre plus récente du Conseil constitutionnel qui, aujourd'hui, amène le gouvernement français à rembourser la somme de 10 milliards aux entreprises concernées. On arrive sur la grosse actualité selon les médias de ce Conseil des ministres, la nouvelle taxe mise en place. Mais il a été discuté et décidé par le gouvernement de faire en sorte que ce coût global puisse être réparti à part égale entre 2017 et 2018. Je me perds dans mes propos. Pour 2017, désolé. Une contribution exceptionnelle. La taxe des 3% qui a été annulée par le Conseil constitutionnel et qui est compensée par une nouvelle taxe mise en place par le gouvernement pour rembourser aux entreprises 320 entreprises, cet argent. 3,4 millions d'entreprises que compte la France. Donc 320. Si vous voulez l'explication, vous regarderez le replay, on en a parlé pendant pas mal de temps en amont de ce Conseil des ministres. Exceptionnel et temporaire du taux d'impôt sur les sociétés qui passera de 33,3 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est situé entre 1 et 3 milliards à 38,3 et pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3 milliards, l'effort est porté à 43,3% d'impôt sur les sociétés. La décision de l'État est motivée par 2 volontés. La première, celle d'agir vite et de rembourser au plus tôt ce qui est dû.
notamment parce que les intérêts moratoires portent sur un chiffre de 4,3%, et vous voyez les conséquences à calculer sur 10 milliards. Mais aussi parce les intérêts moratoires, c'est les dommages, en fait, ce que doit rembourser l'État en plus de ce qui a été prélevé pour compenser le préjudice à la fois auprès des entreprises. La suppression de cette taxe dont nous savions qu'elle avait un caractère irrégulier, mais nous avions aussi anticipé, pour le compte de nos finances publiques, une dotation de l'État d'à peu près la moitié de cette somme. Mais donc, s'il faut d'un côté agir vite, il y a aussi cet arbitrage qui a été pris de faire porter l'effort et de le partager entre l'État et les entreprises pour 50%. L'enjeu, vous le connaissez. L'enjeu, il est très important. C'est quoi l'impôt sur les sociétés? C'est l'impôt que payent toutes les entreprises françaises sur leurs bénéfices. Cet été, par exemple, qui est prélevé tous les ans sur le bénéfice des entreprises. Et ça existe partout dans le monde d'ailleurs. Sur l'état de nos finances par la Cour des comptes, chaque ministère a contribué dans la préparation du projet de loi de finances 2018. Les collectivités locales aussi feront cet effort. Et donc, il était essentiel que nous puissions trouver ce point d'équilibre entre l'effort public et l'effort privé sur cela. Mais l'enjeu, c'est aussi celui de la parole de la France. Et de sortir d'une situation où nous sommes que 2 pays en Europe à avoir dérapé sur la règle du déficit. Il est évident que si nous devions intégrer immédiatement ces 10 milliards, ça mettrait l'état de nos finances publiques dans une situation telle que c'est la parole de la France qui serait... Et là, quand on revient à l'histoire des 3% de déficit, pareil, on en a parlé juste avant. Cette solution équilibrée. Et justement, c'est pas inconstitutionnel de monter l'impôt pour certaines entreprises et pas toutes. La décision du Conseil constitutionnel, mais aussi nos engagements européens. Et il y aura sous c'est un cas de force majeure et c'est ponctuel, donc je pense que ça doit être constitutionnel, j'imagine. J'imagine que l'État n'est pas assez bête pour prendre une mesure inconstitutionnelle pour faire face à une autre mesure inconstitutionnelle. Aujourd'hui, plus de 3 milliards et qui seront a priori. Enfin, encore une fois, je ne suis pas juriste, donc je ne peux pas te donner plus d'éléments du Randall, mais j'imagine que ça a du sens. Il faut assumer le fait que nous devons payer une dette vis-à-vis de ces entreprises du fait d'une loi dont chacun aujourd'hui connaît les modalités de mise en œuvre. Je pense que ce débat est derrière nous et que maintenant ce qui compte, c'est d'assumer l'équilibre de nos comptes publics tout en assumant cette dette. Nous allons travailler sur une ordonnance portant adaptation du droit français sur les procédures d'insolvabilité. On a des entreprises qui, par leur activité internationale, quand elles sont dans ces procédures-là, sont situées sur plusieurs États membres. Et toutes n'ont pas forcément la même règle quand elles sont en liquidation ou en... Voilà, donc ça c'est l'application en droit français d'une disposition abordée ce matin, et de faciliter dans ces cas-là... Un règlement de l'Union européenne sur l'insolvabilité des entreprises de manière que ce soit cohérent partout. Pour avancer sur ce sujet. Là encore, le président de la République a salué... L'harmonisation européenne, évidemment, le terme exact. Bon sens, et invité le gouvernement à être très attentif aussi à une directive qui est en négociation actuellement au niveau des autorités européennes sur les faillites. Et Bruno Le Maire a pu compléter le propos dans sa présentation sur toute l'attention que porte le gouvernement à ce sujet-là. Nous avons traité d'un décret relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. Pour faire simple, la reconnaissance des qualifications n'est pas toujours la même et pourtant nous avons des mobilités professionnelles dans le secteur de la santé qui sont très fortes au sein de l'Union européenne. Et donc il s'agissait de trouver les moyens d'avoir à la fois les garanties du contrôle nécessaire sur la capacité professionnelle de celles et ceux qui vont exercer et de prendre en compte certaines situations qui font que, par exemple, vous avez des formations en France de pédicure podologue, mais vous avez d'autres pays où vous avez seulement la formation aux fonctions de podologue. Et donc c'est ce qu'on appelle l'accès partiel. Nous avons traité de cela. Si je devais prendre un autre exemple, qui ne soit pas un exemple franco-français, vu qu'on parle d'Europe, il faut avoir en tête que, par exemple, on peut permettre à quelqu'un d'être formé à la balnéothérapie en Allemagne, mais qui pourra n'avoir un accès que partiel à la kinésithérapie en Grèce, où la balnéothérapie n'est pas reconnue. Et donc il s'agit d'un texte un peu technique, mais qui permet effectivement à la fois de vérifier la qualité des professionnels qui vont intervenir en France, à la fois d'autoriser l'accès partiel à certaines fonctions, parce que si vous avez des fonctions protégées en France et pour 80% de son contenu peuvent être fermés par les 20% qui manquent par rapport à la qualification d'origine. Mais nous avons aussi
améliorer dans ce texte les mécanismes d'alerte sur certains professionnels qui pourraient avoir un passif lourd dans un pays européen dont nous n'aurions pas connaissance en France et qui, du coup, dans l'exercice de leur profession, menaceraient la qualité du service rendu. Et donc, alors voilà, c'est pas du tout ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ce texte avait été évoqué. Là, on est encore dans l'harmonisation européenne et notamment par rapport aux professions de santé pour avoir des équivalences entre les différents pays. Un bilan d'évaluation de sa mise en œuvre, très court, pour vérifier que justement il n'y ait pas de blocage particulier, pour, en lien avec toutes les professions, faire une évaluation rapide. Et donc on a rajouté un article dans ce décret. Salut à Zurich. Qui prévoit un bilan dans les 9 mois, donc un délai assez court, mais pour arriver à y voir clair. Nous allons aborder ensuite les mesures nominatives. Vous les verrez, je voudrais saluer celle de Philippe Léglise-Costa, qui est actuellement secrétaire général des Affaires étrangères, qui succède à Pierre Sédal au poste de représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles. C'est un poste clé, mais je voudrais tout d'abord rapporter les propos du président de la République qui a souhaité rendre un hommage très appuyé à Pierre Sédal. Il se trouve que, d'abord, il a été un très grand serviteur de l'État au fil de sa carrière et qu'il est appelé à prendre sa retraite aujourd'hui. Une retraite, on va dire, de ses fonctions, je suis convaincu, et ceux qui le connaissent le savent, une retraite qui ne sera pas inactive, et il aura de nombreux engagements, et je ne doute pas que nous ayons l'occasion de solliciter son regard sur différentes actions du gouvernement. Mais le président a souhaité saluer toute cette carrière qu'il a amené à être un des représentants permanents à Bruxelles, certainement dans l'histoire en matière de durée parmi celui qui sera au sommet du podium, mais aussi... Donc là, on parle de nomination et de fonctions spécifiques de personnes nommées par le gouvernement. Sa capacité aujourd'hui et un hommage toute la diplomatie européenne à une personne qui s'en va au mieux les intérêts de la France. Et oui, au fur moi aussi, j'ai toqué sur Bruxelles. C'est son goût de l'engagement sur les champs européens ou internationaux, mais aussi sur les champs culturels, et les responsabilités qu'il a prises récemment, je crois, à la Fondation de France, montrent tout le sens de l'engagement chez cet homme-là. Philippe Léglise-Costa, beaucoup d'entre vous et d'entre nous le connaissons aussi, c'est certainement celui qui connaît aujourd'hui le mieux les sujets européens, et le président de la République, en évoquant ses qualités, a invité chacun des ministres aussi à le consulter le plus activement possible, en intégrant le fait que quand un ministre doit prendre une décision, je le cite, il doit toujours se poser la question de savoir si le sujet que l'on traite et la façon dont on le traite a évidemment du sens, mais aussi, surtout, si ce sujet est cohérent avec l'action globale du gouvernement, mais aussi, du coup, avec l'action à l'échelle européenne, et il nous a invités à cela. Nous avons ensuite, sous l'autorité de Nathalie Loiseau, puisque Jean-Yves Le Drian était en déplacement, abordé un certain nombre de sujets internationaux. Vous connaissez, je ne doute pas, ces sujets. Jean-Yves Le Drian étant au Mexique, il nous rendra compte de sa visite, mais vous connaissez les sujets de tension qui concernent notre pays, et vous savez ce que nous avons pu aborder. Nous avons eu ensuite, dans la partie communication, une communication de l'action de l'État en Guyane. J'y reviendrai rapidement. Vous avez suivi, certains d'entre vous ont pu accompagner, vous avez suivi le déplacement du président de la République et de quelques membres du gouvernement qui l'ont accompagné. Je voudrais souligner que suite à la crise sociale forte, puissante du printemps dernier, l'État a pris des engagements. Et je voudrais réaffirmer que ces engagements seront tenus. Le plan d'urgence, ce qu'on a appelé les accords de Guyane, qui avait été budgété initialement à plus de 1 milliard d'euros, c'est 1,80 milliard, est engagé aujourd'hui. Et il sera, je le redis, le président de la République l'a dit, appliqué dans sa totalité. Engagé, c'est-à-dire que l'argent est réservé et qu'il va bien être utilisé pour la Guyane. Et donc, il est essentiel que nous... C'est un terme de comptabilité publique. Cet engagement-là. L'État a aussi, sous la parole du président de la République, et ça a été rappelé ce matin au Conseil des ministres, souhaite étudier, dans le cadre des assises de l'outre-mer, la demande complémentaire qui a été portée sur la base de projets qui soient compatibles avec la durée du quinquennat. Mais je crois que si l'État, et je le redis, prend toutes ses responsabilités pour répondre aux difficultés de la Guyane... Je ne comprends pas pourquoi ils font grand discours pour quelque chose de simple à présenter. Tu parles de quoi exactement, Lucifer ? Les moyens de communication, la sécurité et la lutte contre l'immigration irrégulière qui constituent aujourd'hui les priorités de l'État pour la Guyane. Sur l'économie, quand on sait qu'aujourd'hui, 90% de l'économie locale est nourrie par la commande publique, il est évident qu'il nous faut aujourd'hui investir massivement pour développer l'activité privée
Et il y a des filières qui peuvent être des filières structurantes pour la Guyane. L'agriculture, le bois, la pêche, le BTP, le tourisme sont des sujets sur lesquels... Donc là, le gouvernement qui explique que pour la Guyane, c'est pas juste une question de mettre de l'argent sur la table, c'est aussi de travailler pour améliorer la situation de fond en Guyane et notamment à développer l'activité privée des entreprises. Sur l'enjeu de sécurité. Parce que face à l'enjeu de sécurité, aux besoins de protection de tous les Français, mais en particulier en Guyane, l'État doit apporter... Il y a pas mal de problèmes d'insécurité également en Guyane. En matière de moyens humains. Et donc le gouvernement annonce des renforts humains sur place et puis aussi dans les forces de sécurité. L'action sociale, un certain nombre de mesures ont été annoncées par le président de la République, comme celle du changement des règles de gestion du RSA. L'État va en assurer la gestion à la place des collectivités territoriales de Guyane, mais le versement sera subordonné dorénavant à l'installation en séjour régulier sur le territoire durant 15 années et non plus 5 années seulement. De même, nous travaillons sur la démonétisation, parce qu'aujourd'hui, une partie du versement se fait en monnaie, mais nous travaillons à la démonétisation. Dans le même esprit, l'accès aux établissements de santé, même si l'AME doit être... Donc là, on est sur pas mal de problématiques très locales à Guyane. Dans le projet de loi de finances... Et comment il le distribue, le fric en Guyane? C'est exactement ce qu'il vient de dire Christophe Castaner, c'est que pour l'instant, le RSA... Ah, tu veux dire le 1 milliard? C'est exactement ce qu'il est en train d'expliquer. Différentes mesures. En même temps, il est important que les établissements de santé qui soient sur place... Il parle plus du président de la République que du Premier ministre, ça sent l'hyper-président. Alors Zelgius, la conférence de presse a lieu à l'Elysée, le Conseil des ministres est présidé par Emmanuel Macron. C'est vraiment celui... Et Emmanuel Macron était en plus en Guyane, donc forcément il parle de ce qu'Emmanuel Macron a annoncé en Guyane, c'est assez logique en fait. Celle de dotation, celle de subvention, celle peut-être d'allocation, pour aller vers un système qui soit un système d'investissement pour le développement endogène de la Guyane. Nous savons les retards. Et évidemment, ce n'est pas à l'échelle du seul quinquennat que nous pourrons rétablir ces objectifs-là. Mais je pense que c'est essentiel. Le président de la République a insisté sur un objectif majeur, celui de restaurer l'État régalien, mais de toujours faire en sorte qu'on puisse construire les moyens du développement. Il a réévoqué ce qu'il a dit sur place, et je reprends ces mots, il faut rétablir la République par l'école, la culture, le sport. Mais il a insisté aussi sur un sujet qui n'a peut-être pas été aussi repris depuis son déplacement, qui est celui de trouver des process adaptés à ce territoire. Parce que les règles et le temps administratif parisien n'est pas forcément celui qui est adapté au territoire. Et donc, il a invité tous les ministres à trouver des process adaptés sur chacun des sujets. Bien sûr, c'est le droit français qui doit s'appliquer, mais il faut prendre en compte les urgences, les nécessités de l'action gouvernementale, mais surtout les attentes extrêmement fortes et légitimes sur tous les sujets que je viens d'évoquer des habitants de ce territoire de France. Nous avons une communication du Premier ministre sur les ordres nationaux. Vous avez pu noter que dès le 14 juillet, la promotion de la Légion d'honneur a été fortement réduite. Nous sommes passés d'à peu près 600 personnes reconnues par cet ordre à 100 personnes. Et il y a eu à partir de là une volonté, une demande du président de la République au Premier ministre de travailler sur une révision de ce qui fait le fond de ces moments où le président de la République choisit des personnes dont on va accorder les reconnaissances de l'État. Bien sûr, la Légion d'honneur, mais aussi le second ordre national, le mérite, et puis les ordres ministériels. Je crois que les Français sont sensibles à l'idéal de grandeur de la Légion d'honneur, qu'incarne notamment sa devise, honneur et patrie. Et pour ceux qui les remettent, c'est évidemment une grande fierté, comme pour ceux qui les reçoivent. Mais on a pu juger qu'avec son ancrage bicentenaire, la Légion d'honneur est quelquefois critiquée, qu'elle est quelquefois, au fond, vulnérable, et qu'elle est quelquefois accordée à des personnalités dont certains peuvent douter de la logique de la reconnaissance de la nation. Et donc le président de la République a voulu retrouver l'esprit de la Légion d'honneur, cet ordre décidé par Napoléon. Il a voulu retrouver... L'esprit de la Légion d'honneur, c'est quoi pour vous? Si je dis Légion d'honneur, ça vous fait penser à quoi? Très haut niveau. On n'a pas la Légion d'honneur à l'usure. On n'a pas la Légion d'honneur par copinage. Et donc réaffirmer les grands principes de ce qui doit être la Légion d'honneur et conditionner son accès à ces grands principes est quelque chose d'essentiel. Et je crois qu'aujourd'hui, ceux qui sont reconnus par la République doivent incarner cette responsabilité collective. Mais doivent aussi ressembler à ce qu'est la France. Et on s'aperçoit aussi que l'âge moyen de reconnaissance dans nos ordres nationaux, la Légion d'honneur ou le mérite national,
est un âge relativement avancé. Et pourtant, il y a dans ce pays des femmes, des hommes qui, par leur engagement citoyen, par leur capacité à dépasser la monotonie du quotidien et le repli sur soi, méritent aussi la reconnaissance de ces ordres. Donc le Premier ministre a présenté 3 priorités. La première, c'est celle de la réduction des effectifs, avec mesure, équilibre, mais aussi avec volonté. Ainsi, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, il y aura une réduction forte du nombre de décorations qui seront accordées. Pour les civils, la réduction sera de 50%. Pour les militaires, la réduction sera de 10%. Et pour les étrangers, parce que vous savez qu'on peut aussi reconnaître le statut d'un étranger dans cet ordre, la réduction sera de 25%. La deuxième priorité sera réduction du nombre de décorations pour les prochaines années. D'attribution et de ses valeurs fondamentales. La force de la Légion d'honneur, c'est de ne jamais reconnaître de distinction d'origine sociale, de distinction de sexe, de distinction qui s'imposerait par une sorte de hiérarchie professionnelle. Et donc, elle a cette vertu républicaine, essentielle, forte, de mettre sur le même pied d'égalité un écrivain qui passe souvent à la télé ou un soldat, un chercheur qui trouve des choses extraordinaires, mais aussi une infirmière qui s'engage au quotidien dans nos services publics hospitaliers. Elle a aussi cette capacité à reconnaître la puissance de l'engagement d'un industriel comme d'un bénévole. Et au fond, rappeler ces principes-là doit permettre de revoir la façon dont chacun des ministres, et c'est ce à quoi le Premier ministre nous a invités, doit préparer les prochaines promotions. Une exigence, faire en sorte que chaque promotion soit paritaire, à l'exception des ministères pour lesquels le vivier, comme l'on dit, ne permet pas la parité. Je vais vous en citer un pour que vous ne vous posiez pas la question dans la foulée. Celle, par exemple, des anciens combattants, où effectivement on a une disproportion entre la présence de femmes et d'hommes qui sont susceptibles d'être récipiendaires. Le Premier ministre a insisté sur le fait que seul le mérite doit être salué et que celui-ci doit toujours se mesurer à l'aune de l'intérêt général. C'est l'engagement au bénéfice du pays, des citoyens qui doit être pris en compte, non pas la notoriété ou le service classique de la fonction pour lequel... C'est l'engagement et pas la notoriété qui doit être mise en avant pour toute celle ou tous ceux désignation pour la remise de la Légion d'honneur. Dans les reconnaissances ministérielles. Sous-entendu, ce n'était pas le cas jusque-là. Enfin, ce n'était pas toujours le cas jusque-là. Je parle pour le passé, j'espère parler pour le présent aussi, font le mieux possible leur action. Mais la notion d'engagement doit dépasser le caractère un peu institutionnel. Et donc c'est vraiment la responsabilité de chacun des membres du gouvernement à laquelle nous avons été appelés pour faire en sorte que nous puissions avoir des promotions qui soient les plus représentatives de ces fondements de la Légion d'honneur, du mérite national, mais aussi des ordres ministériels. Et donc, il y a aussi cette volonté de rajeunissement que j'ai pu évoquer, et je crois qu'il est important, au fond, de faire cela. Le président de la République a eu cette expression qui dit qu'au fond, l'enjeu, c'est quoi? C'est de rappeler que ce sujet de la Légion d'honneur n'est pas un sujet accessoire. N'est pas un sujet dont on pourrait se dire « on a toujours fait comme ça, ça a toujours fonctionné comme ça, pourquoi s'embêter aujourd'hui ?» Mais si on veut donner du sens à la Légion d'honneur, au mérite national et à nos ordres ministériels... La Légion d'honneur, c'est un sujet accessoire pour vous? Et si cela est... Je vois que vous n'avez pas forcément tous répondu à la précédente question. Donc, Et le président de la République, et là je le cite, a dit « si c'est important, cela doit avoir un sens ». Et c'est cela qui est déterminant aujourd'hui dans l'engagement pour la préparation de chacun des ministres des prochaines promotions. Nous avons eu enfin en partie D, donc je n'y reviendrai que très rapidement, 2 échanges. Le premier sur la préparation du sommet sur le climat. Vous savez que la France a invité pour accompagner, non pas célébrer, mais accompagner l'anniversaire de l'accord de Paris, les pays du monde, le 12 décembre prochain à Paris. Notre sommet n'est pas un substitut à la négociation internationale qui se poursuit, mais doit être un moment de mobilisation. Et on a eu des échanges avec l'ensemble des ministres sur l'enjeu et le contenu de ce que nous souhaitons porter demain en réalisation à ce moment-là. L'objectif, rappelé par le président de la République, le chat est partagé, de montrer dans ce sommet que nous sommes dans l'effectivité des accords de Paris.
Et le président de la République nous a invités, pour le préparer, à retrouver aussi la force inspirationnelle des accords de Paris et à faire la démonstration... Les Légion d'honneur ne veut strictement rien dire à l'heure d'aujourd'hui. Après, c'est mon avis. Alors, est-ce que justement, ce que vient de présenter Christophe Castaner sur les volontés du gouvernement et du président de réformer, de réduire le nombre de nominations et de s'axer plus sur l'engagement que sur la volonté de transformer en profondeur sur la notoriété, est-ce que vous pensez que ça va dans la bonne direction? Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Chacun a en tête le désengagement voulu par le président. Oui, parce que de toute façon, ça resterait un gadget et de nombreux acteurs ont souhaité... Ça n'apportera rien à la vie en société. L'engagement de l'État pour agir et faire en sorte que les États-Unis d'Amérique puissent atteindre ces objectifs. C'est aussi cela que nous voulons accompagner, mettre en scène, parce que le devoir d'exemplarité est toujours essentiel dans l'action publique. Nous avons terminé nos échanges sur un échange sur la vie associative. Je l'ai dit au début de mon propos. Vous savez que la semaine prochaine, 6 novembre, c'est la semaine de la vie associative. Vous savez qu'on a en France 1,3 million d'associations, 13 millions de bénévoles qui sont engagés. Et il est important d'être là encore dans la confiance avec la vie associative. Je sais, et on a pu l'aborder, les difficultés qu'ont pu connaître certaines associations, par exemple avec la fin programmée des emplois. Mais je sais aussi les dotations massives dont elles vont bénéficier dans le cadre de la mise en œuvre de la transformation du CICE ou du CITS pour les associations en baisse de charges pérennes au 1er janvier 2019 qui permettra d'économiser pour le monde associatif plus de 1,4 milliard d'euros. En fait, les associations sont touchées par deux mesures négatives. C'est la fin des contrats aidés et la suppression de la réserve parlementaire aussi. J'étais maire, enfin, l'évolution. Je le sais aussi par le désengagement de certaines collectivités locales. Je crois qu'il est important qu'on puisse construire un partenariat dans la durée et dans la confiance avec les associations. Et donc nous avons abordé ce qui devrait pour la Légion acropolienne, de notre engagement sur lequel le gouvernement propose... C'est un pouce bleu sur YouTube, absolument, c'est lent. Du monde associatif. Je suis pas sûr pour l'acropolienne, mais... Il s'agit évidemment... de réaffirmer et de mettre en œuvre une politique de soutien et de réforme du modèle associatif afin qu'il puisse répondre aux mutations qui le touchent, et elles sont profondes, de voir comment nous pouvons accompagner le secteur associatif dans son développement économique, dans la transformation aussi dont les activités sont le fruit, et de voir comment nous pouvons mieux reconnaître le bénévolat et au fond développer la société de l'engagement sur laquelle Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République, avait pu s'exprimer. Cette idée de valorisation de cette France de l'engagement qui est au fond certainement le plus bel exemple de la citoyenneté dans notre pays et qu'il faut évidemment accompagner. Voilà, mesdames, messieurs, l'ensemble des sujets qui ont été abordés ce matin au Conseil des ministres. Et si vous avez quelques questions auxquelles je peux répondre, je peux tenter de le faire. Oui, Jérémy Trottin pour BFM TV. Une question sur la Légion d'honneur. Vous avez indiqué dans votre propos qu'elle était quelquefois accordée à certaines personnalités qui interrogent les Français. Ces derniers jours, ces dernières semaines, un certain nombre de Français se sont, à juste titre sans doute, interrogés sur cette Légion d'honneur qui avait été accordée à Bachar al-Assad. Est-ce que dans un souci de cohérence et après ce Conseil des ministres, il y a une volonté aujourd'hui de la part de l'Élysée de retirer cette Légion d'honneur au président syrien ? Sur tous les sujets qui pourraient porter ombrage à la France, il y a des échanges entre le président de la République et l'Ordre national de la Légion d'honneur pour trouver des modalités, des solutions de... Koulska qui fait un don de 5 €, Hello Sylvain, petit pseudo pour célébrer ce qui est l'une des dernières prises de parole de mon cher Castaner. Bonne journée à vous, Acropolis. Bonne journée à toi, Koulska. Wittenberg, France 2. J'aurais également posé une question sur les remises de décoration et en particulier la Légion d'honneur. C'est quoi la définition plus précise de l'engagement, du mérite? C'est ma première question. Et puis, est-ce que vous considérez que ces dernières années, notamment pendant les 2 précédents quinquennats, elles ont été en quelque sorte galvaudées? Il y a eu trop de décorations qui ont été données, notamment par le président de la République. Alors, il n'y a pas de critérisation. Il n'y a pas 18 cases à cocher sur 20 pour pouvoir bénéficier de la Légion d'honneur et peut-être 16 seulement pour le mérite national. Heureusement que ça n'existe pas. Mais dans le propos que j'ai pu vous rapporter, c'est l'idée de retrouver la philosophie même de la reconnaissance et de l'exemplarité dans la reconnaissance. Quelquefois, j'ai utilisé ce mot tout à l'heure, ce n'est pas le président de la République qui l'a utilisé, mais c'est à l'usure de progression professionnelle. Quelquefois parce que l'administration n'était pas en capacité de reconnaître, notamment financièrement, la qualité de l'engagement de tel ou tel haut fonctionnaire, on pouvait compléter cela par une Légion d'honneur. Au fond, ça n'est pas l'esprit de la Légion d'honneur. Et donc, c'est vraiment retrouver cet esprit fondateur sur les valeurs que j'ai évoquées tout à l'heure, qui doit permettre à chaque ministre d'apprécier.
Mais il n'y a pas de critérisation qui permettrait évidemment de dire à tel ministre, tu passes dans la moulinette telle candidature et tu vas aboutir à un certain nombre de candidats. Ensuite, il y a un deuxième élément de réponse. C'est la sélection. Plus vous avez un nombre élevé de légions d'honneur à remettre par rapport à votre nombre de candidats, plus la sélection est facile. Si vous diminuez de 50%, voire même plus brutalement, comme ça a été fait au mois de juillet, le nombre de bénéficiaires, forcément, la sélection, qui est portée d'abord par le ministre, puis par la chancellerie, puis enfin par le président de la République lui-même, parce qu'il y attache du prix et il examine aussi les dossiers, doit permettre de ressortir quelque part les personnalités les plus méritantes. Enfin, il y a l'orientation. Ce besoin de féminisation, ce besoin de rajeunissement, ce besoin de faire en sorte que les médailles et les bénéficiaires des médailles ressemblent à la société française. Si nous devions faire une statistique, alors non pas des 2 quinquennats précédents, parce que le propos du président... La vraie question en fait que tout le monde se pose, c'est est-ce que Jean Massier mérite la Légion d'honneur? Monsieur Castaner, s'il vous plaît, répondez à cette question. Si vous regardez les statistiques, peut-être que vous verrez qu'il y a une sorte de domination des mâles blancs d'un peu plus de 60 ans dans les bénéficiaires de ces décorations. C'est lié à une action tout au long d'une vie. C'est lié aussi aux règles de 25 annuités d'ancienneté. Mais c'est peut-être aussi lié à une habitude qui fait qu'on ne sait pas forcément célébrer l'engagement d'une jeune femme dans une association, dans un quartier qui, au bout de... Non, la vraie question, c'est est-ce que la Légion d'honneur mérite Jean Massier? Oui, c'est pas faux, Pozzo. Par le mérite national. Et à travers cette reconnaissance, toute l'association dans laquelle elle s'occupe. Et donner de la fierté à tout le quartier dont elle s'occupe. Voilà un peu l'enjeu et le message. Il n'y a pas de critérisation, mais il y a la volonté aujourd'hui d'être un peu plus en phase avec la société, de s'apercevoir qu'il y a une nouvelle économie, de nouveaux secteurs de l'engagement. Dans cette France de l'engagement dont je parlais pour les associations, c'est peut-être elle aussi que nous devons un peu plus reconnaître. Julien Chavannes, RFI. Le 2 novembre 2013, 2 journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, étaient tués dans le Nord Mali. 4 ans plus tard, les enquêtes françaises et maliennes avancent très lentement. Première question, est-ce que le président de la République a abordé le sujet avec son homologue malien mardi? Deuxième question, lui vient des familles des victimes. Elle vous demande de tout faire pour que les suspects ne soient pas éliminés, comme c'est le cas jusqu'à présent, mais qu'ils soient appréhendés et remis à la justice. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, je ne peux pas répondre sur le premier volet de votre question, mais je peux prendre l'engagement sur le premier comme sur le deuxième, que cette question sera rapportée au président de la République et voir si son porte-parole souhaite s'exprimer sur ce sujet. Je ne peux pas répondre tout simplement parce que je n'ai pas ces éléments, et donc je préfère ne pas le dire. Ça n'a pas été abordé en Conseil des ministres ce matin. Mais je comprends parfaitement votre question et je comprends parfaitement l'émotion et la revendication des familles. Enfin, sur le deuxième volet de la question, il est difficile aujourd'hui de prendre un engagement sur cette question, parce que ceux qui partent combattre ne sont pas tués sur décision des autorités françaises. Ils sont dans un combat, ils sont tués, et donc souvent, ce n'est pas en fonction de telle ou telle personnalité, de telle ou telle capacité d'appréhension. Mais mon propos est évidemment souvent. Je ne réponds pas à votre cas particulier sur lequel je n'ai pas d'élément de réponse, mais je ferai remonter votre légitime question. Bonjour, Paul Barcelone pour France Info. Monsieur Castaner, une plainte contre l'État pour délit de concussion après l'annulation de la taxe sur les dividendes va être déposée demain. Quelle est la réaction du gouvernement par une dizaine de grandes entreprises? En fait, la question, c'est il y a Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui va déposer une plainte par rapport à la taxe de 3% qui a été annulée par le Conseil constitutionnel pour savoir ce qui s'est passé exactement en 2012 pour qu'une décision qui soit retoquée soit quand même prise et donc les dommages que ça cause à la France aujourd'hui. Je vous le dis sincèrement, si aujourd'hui il y a des fautes qui sont commises par le gouvernement, les responsables sont le Premier ministre, les ministres, le porte-parole du gouvernement. Ce ne sont pas tel ou tel fonctionnaire dans telle ou telle administration, dans tel ou tel cabinet, fût-il présidentiel. Voilà. Et je trouve que... Et donc là, il parle implicitement d'Emmanuel Macron, qui était conseiller de François Hollande au moment de cette décision. Ils ont mis en avant tel ou tel nom en considérant qu'effectivement, c'était ceux qui produisaient les notes sur certains sujets qui étaient responsables de l'arbitrage politique. Je pense que dans une société politique saine, c'est le responsable politique qui doit assumer cela. Sur, le manque de féminisation, un peu plus de couleurs, de diversité dans le gouvernement, c'est pas du tout le sujet de la Légion d'honneur. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement, la Légion d'honneur. Évidemment, les services juridiques dans le chat. du Premier ministre analyseront ces éléments-là. Le texte qui a été présenté ce matin dans le cadre du projet de loi rectificative de finances a fait l'objet d'un examen attentif du Conseil d'État pour se border de ce risque juridique.
Est-ce que ça veut dire que nous en sommes garantis? Non. Mais je ne peux pas répondre à la question pour ne pas l'avoir analysé, et à l'heure qu'il est, aucun service du gouvernement a pu l'analyser. Nous avons des jurisprudences d'augmentation d'IS par le passé, ponctuelles, qui ont pu être attaquées, qui n'ont pas été cassées juridiquement, donc nous sommes sereins sur ce sujet. Une question sur vous, Monsieur Christophe Castaner. Est-ce que, à votre connaissance, il y a d'autres candidats que vous-même pour devenir... Attention, la réponse est la question n'a pas été abordée au Conseil des ministres. Si vous accédez à cette fonction, restez porte-parole du gouvernement. Je crois avoir répondu à la deuxième question, et donc je n'y reviendrai pas. Et au-delà du fait que les aspirations de tel ou tel ont assez peu d'importance quand vous composez un gouvernement, c'est le cas pour le premier gouvernement, ce fut le cas aussi pour le second. Généralement, il y a beaucoup de déçus qui n'entrent pas au gouvernement. Et donc, je vous dis ça sous forme de boutade pour vous rappeler que cette décision dépend exclusivement du président de la République sur proposition du Premier ministre. Et sur le premier sujet de votre question, je n'ai pas d'informations particulières à l'heure qu'il est. Je veux quand même vous répondre, même si ce n'est pas le lieu pour moi pour m'exprimer sur ce sujet. Il y a la clôture ce soir et je ne doute pas que le parti en question communiquera sur le nombre de candidats. Sachant qu'il y a une double candidature, à la fois sur la fonction de délégué général, mais à la fois sur des listes qui seront soumises au vote pour composer le bureau exécutif. C'est un processus démocratique sur lequel il appartiendra aux partis concernés de communiquer, non pas à moi. Je ne suis que militant de base de La République En Marche. Militant de base. Bonjour, Jean-Baptiste V de l'agence Reuters. J'ai deux questions, s'il vous plaît, sur Airbus. Airbus qui est dans une situation très compliquée face aux justices françaises et britanniques et qui a maintenant reconnu des difficultés aux États-Unis. Les autorités françaises sont-elles inquiètes et que demandent-elles à la direction d'Airbus? Et deuxièmement, selon le Canard enchaîné et un journal allemand, les autorités françaises et le président de la République souhaitent que la direction d'Airbus soit renouvelée. Et on aurait parlé à la chancelière. Est-ce que ces informations sont, s'il vous plaît, exactes? Alors, je ne peux pas les confirmer pour ne pas en avoir connaissance sur la deuxième partie et sur la première partie de votre question. Dès lors qu'une justice ou des justices sont saisies, la demande du gouvernement français est celle de la transparence. Nous devons effectivement, s'il y a un doute, lever les doutes. Et, je ne suis pas au courant de cette histoire sur Airbus. Vous avez des informations, vous, dans le chat? C'est une exigence de principe et personne ne doit déroger à cela. Airbus empêtré dans une affaire de corruption. Je vous réponds partiellement à votre question, mais je n'ai pas plus d'éléments que cela à vous communiquer. Et sur la deuxième partie, je n'ai aucune information. J'ai une question alors sur les APL. Cette fois-ci, c'est selon le journal Le Monde. Un compromis semble être en passe d'être trouvé par voie parlementaire qui impliquerait un report du prélèvement de 1,7 milliard finalement et un étalement dans le temps lié à la baisse des APL. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y aura bien un amendement en ce sens? Les discussions se poursuivent avec l'ensemble des opérateurs publics de logement et privés pour trouver effectivement le chemin qui permettra à la fois de faire les économies évoquées. Le chiffre que vous avez cité est celui des économies que nous souhaitons économiser dès le projet de loi de finances, dans le projet de loi de finances actuel et dans la mise en œuvre en 2018. Les modalités de mise en œuvre doivent être encore discutées avec les partenaires sur ce sujet-là pour qu'on puisse à la fois atteindre les objectifs globaux en matière de construction de logements et de logement social en particulier, que nous puissions atteindre les objectifs de baisse du prix des loyers pour les Français et dans un premier temps pour ceux qui sont dans le parc social. Mais les discussions se poursuivent. Certaines modalités pourront monter en puissance. Je ne parle pas d'économie, mais dans l'accompagnement avec un calendrier qui est en discussion. Bonjour, Laurence Benamou de l'AFP. Lors de sa visite à Strasbourg, le président de la République a de nouveau répété qu'il souhaitait une reconduction systématique aux frontières des immigrants en situation illégale. Et je voulais savoir s'il y avait des moyens qui accompagnaient cet engagement plusieurs fois répété, parce qu'il y a quand même très très grand nombre de gens potentiellement concernés, et sans moyens supplémentaires, sans dispositifs supplémentaires, on ne voit pas très bien comment en fait réaliser cet objectif. Merci.
Alors les moyens vont monter en puissance, mais déjà des moyens ont été mobilisés, notamment dans l'instruction des dossiers auprès des préfectures. En Ile-de-France, certaines préfectures ont bénéficié de moyens nouveaux. Donc là, c'est pareil, c'est une question qui a été posée en question d'actualité au gouvernement. On n'est plus forcément des délais d'attente un peu inhumains pour ceux qui sont en demande de temps d'asile, mais aussi pour instruire plus vite les dossiers et faire en sorte que les reconduites puissent être opérationnelles. Ensuite, il y a aussi des instructions qui ont été données. Tous les préfets ont reçu une circulaire du ministre de l'Intérieur sur les modalités de raccompagnement aux frontières. Donc là, comment le gouvernement va accélérer la reconduite à la frontière des migrants illégaux, en situation irrégulière en tout cas, que le président de la République qui ne sont donc pas concernés par des demandes d'asile en cours. En puissance progressive. Dans certains cas, il faut négocier avec le pays. Ça leur aurait été refusé, par exemple. Les négociations ne se font pas d'un claquement de doigts, mais aujourd'hui, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères est mobilisé aussi sur ce sujet-là. Et puis, enfin, à quelques mois seulement d'échéance, il y aura la loi présentée par Gérard Collomb sur ce sujet-là aussi, celui de l'instruction et celui du raccompagnement à la frontière. Je vous rappelle la volonté du président de la République, que nous puissions faire en sorte de nous montrer plus humains et peut-être plus généreux dans le traitement des réfugiés, c'est-à-dire celles et ceux qui fuient des pays en guerre pour survivre, mais que par contre, et c'est lié, c'est cette logique de droit et de devoir qui est au cœur du projet présidentiel, que par contre, nous puissions aussi reconduire systématiquement à la frontière toute personne qui n'a pas à rester en France. Toujours Jérémy Trottin pour BFM TV. Je reviens encore sur ma première question. Vous dites qu'il faut redonner du sens à cette Légion d'honneur. Est-ce que, à l'occasion de cette réforme qui est annoncée, est-ce que ce n'est pas le moment ou jamais, justement pour lui redonner du sens, de retirer cette Légion d'honneur à un certain nombre de personnalités politiques étrangères qui ne la mériteraient pas, au-delà de Bachar el-Assad ? Moi, je crois que la chancellerie peut effectivement entendre votre question, comme elle a été interpellée récemment par le président de la République sur un cas particulier. Je ne suis pas là pour le citer, mais chacun sait lequel. Je crois que la chancellerie serait parfaitement habilitée à balayer effectivement ces situations-là. Votre question est parfaitement légitime. Vous avez posé une bonne question. Je ne donnerai pas de réponse, mais vous avez posé une bonne question. Plus de questions ? On peut aller déjeuner ? Alors du coup, je vous invite à nouveau. Alors moi, j'étais plus généreux quand même que les services de l'Élysée. Moi, je proposais que ce soit sur table pendant que j'étais en pleine discussion avec vous. Et donc du coup, je vous invite à déguster des produits d'une petite... Du coup, je vais vous laisser, je vais aller déguster les douceurs. Confiserie. Pendant que la régie est en train de faire la sieste actuellement. Je propose un rendez-vous et quelques douceurs. Voilà. Alors la régie peut-être se réveiller parce que la conférence de presse est terminée. Voilà, bonjour, bon réveil. Ainsi s'achève ce compte-rendu de Conseil des ministres par Christophe Castaner, le futur ex-porte-parole du gouvernement. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais il y avait quand même plusieurs sujets plutôt importants. La Légion d'honneur, je ne pensais pas qu'on passerait autant de temps à parler de la Légion d'honneur. Je vous avoue que c'est pas le sujet qui hante mes nuits, mais c'est un sujet qui est quand même, symboliquement en tout cas, important pour la République française. Vous pouvez manger les petites viennoiseries, mais il n'y en a pas, c'est l'heure des pépitos. C'est un peu tôt pour les pépitos, normalement c'est 16h les pépitos, là c'est 14h11. Il n'y a pas de QAG en plus cet après-midi. Je sais pas comment on va faire, hein. Je suis un peu démuni vis-à-vis de cette situation compliquée. Alors, par rapport à Airbus, donc je vous ai partagé un article dans le chat. Airbus donc, est dans une affaire de corruption, notamment une affaire de pots de vin et de fraude, qui concerne la vente d'avions civils et militaires, des intermédiaires notamment chinois auraient facilité des marchés sans être déclarés. Les vilains garçons. Voilà, donc il y a des problèmes judiciaires qui s'ouvrent et le gouvernement a dit « Faisons la transparence sur cette affaire, laissons la justice faire son travail ». Voilà, on a reparlé de la taxe et donc de la plainte qui va être déposée demain pour définir les responsabilités sur la taxe à 3% qui a été annulée par le Conseil constitutionnel et donc les conséquences sur le budget de l'État. Il y a eu un gros débat sur l'élection d'Emmanuel Macron dans le chat. Je vous ai lu. Et le débat c'est important, je vous invite à le continuer si vous le souhaitez sur le Discord d'Acropolis. Que dire de plus? Il y a une question qui est technique mais qui est pas... que je connais bien parce que j'ai des amis qui travaillent dans le médical, sur la reconnaissance des équivalences professionnelles entre les différents pays de l'Union Européenne. C'est assez, ça peut être assez utile, notamment sur pour ceux qui veulent aller travailler quelque temps à l'étranger, enfin dans l'Union Européenne en tout cas.
Alors, il y a Stupid Economics qui me demande en message privé, parce qu'ils ne regardent pas Acropolis, c'est indigne de leur part, à quelle heure doivent-ils venir en studio pour l'émission dans le live de 21h sur Acropolis ce soir, la libre antenne? Eh bien, Valentin, mon cher Valentin, je vais te répondre. J'invite déjà tous les abonnés d'Acropolis à venir ce soir à 21h pour le live. Allez sur le Discord s'ils souhaitent participer au live, poser des questions sur le modèle économique des vidéastes sur Internet. Et je m'en vais répondre à Valentin pendant ce live, pendant que je ne sais pas si vous avez des questions, des choses à retenir sur ce live. J'ai vu que Tché est arrivé en retard comme d'habitude, je trouve ça relativement indigne, on va pas se mentir. Voilà. Je lui ai répondu que j'étais en live, qu'il ne me regardait pas, je suis tristesse, je ne réponds pas à ces questions, je fais du politique. Il faut une médaille de l'ordre acropolien. C'est une idée. Bonjour, ça commence quand? C'est lent, tu sors. Voilà. Tu es en train de jouer avec une balle anti-stress? Absolument. Une balle en mousse, tout ce qui est de plus classique, puisque la régie m'a volé mon spinner. Donc voilà. Oui, indigne, je te prie d'accepter mes plus plates excuses. Je vais y réfléchir, Tché. On va mettre en place une commission d'étude de ta demande. On donnera une réponse d'ici 3 ans. Bravo pour le politique, merci. J'ai beaucoup travaillé pour réussir ce résultat. Fanny qui dit il devrait déjà être là. Oui, c'est vrai, ça, vous en pensez quoi? Oui, c'est une balle de rugby, football américain. Enfin, c'est un truc bizarre, quoi. C'est pas un truc sérieux, c'est pas un truc de foot. Pourquoi il y a des émotes qui passent sur l'écran Acropolis? Parce que l'extension Twitch qui le permet est activée. Askip Hollande a maintenant de l'humour mort de rire. Il a toujours eu de l'humour, Hollande. Après qu'on trouve ça drôle ou pas. Je retiendrai la blague de Pozzo quand même, qui est passée dans le chat, que j'ai beaucoup apprécié. La Légion d'honneur, kebab. Voilà, je tenais à le souligner, mais c'était pendant la conférence de presse, donc je suis pas trop revenu dessus. J'ai trouvé ça très drôle. Alors, le chat d'Acropolis dit que vous devriez déjà être là. Maintenant, moi je dis ça. Je dis rien. Vous vous expliquerez devant eux ce soir pendant le live. Ah bah voilà, il s'est connecté, très bien. C'est très nickel. Le live est fini, merci d'être passé. Tu passes ton mulot en bas à droite et tu pourras faire pareil. Je suis là, je suis là. Arrête d'écrire, je suis là. Ah, du coup, Castaner est porte-parole jusque quand? Jusqu'à ce qu'il soit élu directeur, non pas directeur. Secrétaire général? Délégué général, merci la régie. Délégué général du parti La République En Marche. On aura ce soir la fin des candidatures. Et l'élection, c'est dans une quinzaine de jours. Voilà. Eh bien, mes amis, je vais vous laisser parce qu'il se fait faim et que je n'ai pas le droit aux douceurs de Christophe Castaner. Je pense que ce sera le titre de la vidéo, les douceurs de Christophe Castaner. Voilà, merci pour cette proposition. Je vais vous inviter à rejoindre les réseaux sociaux d'Acropolis, le Discord d'Acropolis également, le Discord de Stupid Economics, mais on vous en reparlera ce soir. Bon, on dit 17h, 18h, très bien Valentin, faisons comme ça. Vous, le chat, vous les femmes, vous le charme finalement, vous le chat, vous le... Voilà, je me suis perdu dans mon énoncé. Je vous invite à tiper, parce que les tipeurs sont des gens magnifiques, et je sais que vous avez un potentiel pour être des gens magnifiques. Voilà. Et bonjour Julie, on est en plein dans la conclusion, ça t'arrive pile au bon moment. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Je remercie Alex à la régie évidemment, je remercie les modérateurs d'avoir modéré toujours avec discernement et pragmatisme. Je remercie Christophe Castaner pour avoir Christophe Castaner correctement pendant ce Conseil des ministres, ce compte rendu. Et moi je vous dis bon après-midi, on se retrouve, moi je vous retrouve je sais pas quand, on s'en fout, et par contre vous retrouvez Jean et Arnaud de Stupid Economics ça ce soir 21h. D'ici là, bon après-midi, gros bisous à tous et à ciao, bonsoir.